Bienvenue les marques, bienvenue les smarts, bienvenue peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Bienvenue au comptoir du catch, hashtag 3, bienvenue sur le comptoir du catch CDC, pour ceux qui auraient pigé la petite référence liée au cahier du catch. Eh ben écoutez, on se fait plaisir. Après à nous avoir commandé à peu près 437 sujets sur Twitter suite à l'émission des 5 ans, on s'est dit qu'on était un peu à la bourre. Alors on a fait comme à la WWE du début des années 2000, on a pris une belle roue, on s'est fait une loterie parmi les 437 sujets et on en a tiré un totalement au hasard, hein, sans tricher bien évidemment. Hein. Et vous allez bientôt découvrir quel va être le thème de ce comptoir du catch. Vous m'avez peut-être identifié, je suis votre dinosaure masqué. Que dis-je? Je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton catch-up. Et pour m'accompagner, pour s'accouder, pour s'installer, pour se poser aux bastringues du catch, eh ben rien de tel qu'une tag team gériatrique. J'accueille l'insubmersible, l'inamovible Papy. Salut Papy. Bonjour à tous, bonjour les petits enfants, bonjour tonton, encore comme ça tu m'accouilles, tu Je m'accouilles dans le t'accouille. studio. Je t'accouille dans le studio, tout à fait. Alors bon, on est un peu en mode, bar. Alors on s'est un peu installé, on est des vieux, hein, donc on vous explique tout de suite. On s'est mis dans nos rocking chairs, le petit plaid, la tisane avec la bouteille de vodka sur le petit guéridon. Normalement, tout devrait bien se passer. On a une barmaid spéciale ce soir qui devrait s'appeler Meyang et qui devrait s'occuper de nos cas. Donc là, entre petits vieux et entre petites vieilles, on devrait bien s'entendre, mon papy. Ouais, voilà, c'est améliorant de nous servir à boire régulièrement au cas où on en vienne à être en manque d'hydratation. Surtout pour les personnes âgées, c'est important. Surtout vu la douceur ambiance, c'est vraiment pas du tout l'hiver là. Qu'est-ce qui se passe? Mais bon, Ça passe-t-il? mais qu'est-ce qui se passe-t-il hein? Alors, de mon temps, c'était pas comme ça, moi je vous le dis. Hein. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Alors, du coup, peuple de catch-up, vous vous demandez bien pourquoi cette tag team étrange s'est réunie pour ouvrir le bal du comptoir du catch hashtag 3. Eh ben, tout simplement, le thème de ce soir, ça va être les femmes dans le catch, ça va être les femmes libérées, ça va être l'évolution, ça va être un peu tout ce que vous avez pu voir, en particulier sur ces dernières années, parce qu'on va beaucoup disserter de l'évolution, en l'occurrence, tout ce qui s'est passé à partir de 2015. Avant ça, on va vous faire un petit point d'histoire, quand même, hein, pour pas qu'on meure bête tous, et puis on va parler des femmes tout au long de cette émission, donc on vous recommande de rester bien jusqu'au bout. Alors, mon papy, d'où vient cette idée de parler des femmes dans le catch? Quelle idée saugrenue, ma foi! Ah, bah, de toute façon, dès que les femmes sortent de la cuisine, je trouve ça saugrenu, personnellement. Ah, ça commence Et, froid. et donc voilà, bah voilà, moi je pense que le fait est que bah, malgré tout nos actions et nos combats de vieux hommes machos pour les empêcher d'accéder à nos petits écrans, bah, on les voit de plus en plus. Et donc du coup, bah, il est peut-être temps un peu de faire un bilan et de voir quelle est leur position dans la société catchesque. Alors, bien sûr, alors je sais pas après ce que tu as prévu tonton, mais moi ce sera plutôt focus WWE. Oui, 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 oui. Et de voir un peu bah, finalement qu'est-ce qui nous semble comment on pourrait apprécier leur place et qu'est-ce qu'on verrait dans l'avenir. Moi en tout cas j'ai des petites idées moi pour l'avenir pour les aider à être encore mieux en place. Ah, bah, complètement. Comment, une petite question comme ça, mon papy, parce que pour les auditeurs, c'est intéressant aussi. Est-ce que tu t'es intéressé au catch féminin parce que ça accompagnait obligatoirement en fait ce que tu regardais, ou est-ce que tu as justement regardé le catch féminin d'entrée avec plaisir et que ça t'a tout de suite attiré? Alors non parce Non. que clairement alors non ça ne va pas être tout de suite parce que clairement les débuts catchesque sur les écrans français féminins était bah, et on l'aura revu d'ailleurs quand on a refait quelques rares merde j'ai vu le nom de l'émission du coup Retro Catch-up bah, le catch féminin ça a longtemps été de la purge en fait de la comédie à 100% et pas pris au sérieux euh, et donc du coup on pouvait pas s'intéresser vraiment à l'art catchesque féminin si ce n'est à la bouffonnerie
Par contre, le virage pris dans le sens un peu plus sportif de l'affaire m'a emmené sans souci. Moi, j'ai souvenir notamment c'est NXT notamment qui m'a rattrapé à ce moment-là, que je me souviens de triple threat entre, il devait y avoir Sacha, Charlotte et Becky déjà à l'époque, qui était de fort belle qualité. Je me demande même s'il n'y avait pas Bailey, mais j'ai un doute. Il me semble qu'elle était un poil en retrait à ce moment-là. Mais et là, on voyait vraiment des matchs qui étaient mis en valeur. Et finalement, bah, il y a le main roster qui a embrayé derrière. Mais je ne veux pas tout de suite spoiler l'histoire du catch féminin. Ouais, complètement. Alors écoute, moi déjà, alors on est deux bonhommes qui vont commenter un peu le catch féminin à travers les âges et les temps immémoriaux de la WWE. Bien sûr, je pense qu'il y a peut-être des dames qui sont totalement spécialistes de cela et j'espère qu'elles n'hésiteront pas à me corriger si elles nous entendent, si jamais je fais quelques erreurs sur les parcours des dames dans le pro wrestling. Je pense en particulier au podcast des femmes du ring, qui est un podcast très intéressant, quoi, et dont les filles bossent dur et font pas mal de promos sur Twitter, donc on leur fait un coucou. Cette émission vraiment axée sur les filles. Alors oui, on est deux bonhommes, mais on est deux bonhommes chroniqueurs de catch tout au long de l'année. Si vous écoutez Catch Up et si vous nous découvrez, bah sachez que Papy et Tonton, et bah, c'est des piliers de comptoir, et en particulier des piliers de comptoir de catch. Donc là, parler aujourd'hui spécifiquement des femmes, bah c'est tout à leur honneur, surtout pour commencer l'année 2022. Eh ben, écoutez, on va se plonger dans l'histoire, mon papy, un peu, quoi. Alors, tiens, bah, je commence par une petite question. Au passage, quand t'as découvert le catch féminin pour la première fois, c'était quand? La première fois, c'était quand? Allez, creuse, creuse. Je cherche dans ma mémoire. Qu'est-ce que ça pouvait être à l'époque? Bah, ça fait des Tristratus, ces trucs-là, je pense, de mémoire, parce que j'ai pas souvenir comment dire, mes souvenirs d'avant, c'était plus pas vraiment du catch, c'était plutôt des vallées en fait finalement. Les Miss Elizabeth, tous ces trucs-là, elles catchaient. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas trop souvenir de les voir catcher. Donc du coup, c'était ouais, voilà, c'était plutôt ça, plutôt la période Trish, Lita, etc. Bah, de toute façon, je pense que la période que pas mal de gens vont citer quand ils parleront du début du catch féminin dans leur esprit. Ouais, ouais, pour cette génération-là, oui, c'est clair que c'est parce que ça a certainement été parmi les rivalités les plus légendaires, les plus charismatiques, et que Trish Stratus et Lita ont continué à travers les âges, elles aussi, malgré tout, d'apparaître, etc. Finalement, Trish Stratus, ça fait pas très longtemps qu'elle est apparue pour la dernière fois à la WWE, et ça reste des icônes. Est-ce que justement les icônes pour toi dans le catch féminin, c'est quoi les icônes dans le catch féminin? Si je dois te demander un top 3 des femmes là. Eh ben moi en fait, si je devais donner un top 3, j'éliminerais déjà je suis désolé pour elle, les triches et les Lita en fait. Parce que pour moi, elles ont apporté leur pierre à l'édifice, mais ça a resté encore. Regardez, c'est des femmes quoi. Euh, Oui, je et, et comprends ce que donc tu veux dire. et donc elles ont jamais été l'égale des hommes à mon sens, même si elles ont eu leur moment de gloire, ça y a aucun souci là-dessus. Euh, mais pour moi, ça n'a jamais été trop l'égal des hommes à ce niveau-là. Donc moi, si je devais donner un top 3, ce serait un top 3 très récent. Ça serait parmi la génération actuelle. Et donc du coup, je dirais Charlotte, sans aucun souci. Je mettrais Becky Lynch pour le retournement qu'elle nous a fait et le fait que finalement c'est elle qui a donné l'accès à main event de WrestleMania grâce à sa conquête des foules. Et si je devais en choisir une troisième, ça serait compliqué. Pop, 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 pop. Allez, je vais faire un cadeau ringside parce que je sais qu'il nous écoute. Je veux dire Sacha, parce que Sacha Banks, elle a aussi permis de construire certainement les plus beaux matchs que j'ai en mémoire du catch féminin. Ah ouais, donc ouais, effectivement, tu mets vraiment un top 3 totalement moderne, totalement contemporain, qui va parler à tout le monde. Alors moi, je vais être un peu plus... comme j'ai donné qu'un top 3, je vais rester sur un top 3, donc c'est très très difficile un top 3 de toute façon, l'exercice est compliqué. Mais moi, je vais mettre Miss Elizabeth, qui est pas vraiment une catcheuse, qui est un personnage, qui est un caractère. Mais parce que c'est avec elle que j'ai un peu découvert le catch féminin et ce que faisaient les femmes à l'époque, puisque quand je l'ai découvert en 1985 à l'arrivée sur Canal+, euh, Miss Elizabeth, ça a été tout de suite une des premières femmes qui évoluait dans l'univers de la WWF.
et qui aura marqué toute ma carrière de suiveur de catch. En numéro 2, alors je les mets pas dans l'ordre d'ailleurs. Hein, je vais mettre, moi je vais mettre Trish Stratus parce que Trish Stratus c'était quand même à l'époque quelque chose. C'était en plus la beauté, mais elle savait catcher. Elle était l'une des premières vraiment quoi à tenter des moves particuliers, le Stratus Faction, tout un tas de choses comme ça, des DDT, des choses comme ça. Elle a vraiment amené quelque chose d'un point de vue athlétique qui changeait tout en restant belle et tout en restant dans les critères diva de la WWE. Et ma troisième, ça serait une contemporaine, ouais, effectivement, ouais, ça serait Charlotte. Pas forcément Ouais, Charlotte. parce que c'est pas forcément ma préférée de cœur, mais pour moi, Charlotte, c'est la plus grande de l'histoire. C'est-à-dire que quand la page se refermera avec Charlotte Flair, pour moi, ça sera la première Hall of Fameuse. Voilà, c'est la plus grande, elle a 12 titres, mais au-delà même du palmarès, c'est totalement énorme l'impact qu'elle a eu et on va en parler parce que Charlotte à NXT, parce que Charlotte dans le main roster et que Charlotte va faire partie de notre grosse dissertation, mon bon papy. Je pense effectivement ça sera très difficile de parler notamment de catch féminin moderne sans passer par Charlotte. Là, Ah, comme c'est tu clair. dis, il y a les titres, mais il y a tout. Hein. Clairement, c'est alors certains diront qu'elle a été à poil favorisée à un moment. Il faut aussi dire qu'à chaque fois qu'on l'a mis en avant, elle a assuré derrière. Donc oui, c'est les débuts de NXT, du nouveau NXT qui marchait. Enfin, c'est un peu tout Charlotte finalement dans le catch féminin moderne. Ah, est-ce que tu es prêt pour le point historique? Allez, vas-y, prends ta gorgée d'eau et démarre. Allez, c'est parti. Alors les amis, on va redescendre. Loin en arrière, on va redescendre un peu après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'essor des territoires et vraiment les débuts sur la WWF, il y avait 3 W, et dans les années 50, a commencé à employer des femmes immédiatement dans la structure de la fédération pour la présentation des spectacles. C'était présentatrice, intervieweuse, manager, valet, etc. Et les premières catcheuses ont tout de suite commencé, et dès 1955, c'était la Capital Wrestling Corporation, qui était donc l'ancêtre de la WWF. Il y a une championne féminine qui apparaît, et la toute première championne féminine de l'histoire, c'est ce Fabulous Mola, alors qui a été particulièrement détesté dans l'histoire du catch, responsable de beaucoup de problèmes backstage avec elle et de comportements aussi in-ring qui ont été beaucoup dénoncés au fur et à mesure des années, et on a pu se rendre compte à quel point ce personnage était ignoble. Donc on va pas s'éterniser énormément sur elle. En l'occurrence, par contre, elle va avoir un règne, totalement hallucinant, mon bon papy, parce que je pense que ça va te faire réagir, puisqu'elle a eu un règne de 10 ans, de 3651 jours. Ça te parle jusqu'en 1966. Date de ta naissance? Ah non, c'était peut-être 1956, la date de ta naissance. 1936, je passais mon bac, hein, t'es gentil, hein, mais bon. Euh, oui, 10 ans, c'est des trucs qui marquent. Alors, à cette période-là, il faudrait qu'on voit les équivalents masculins, mais de mémoire, Bruno Sammartino, ces Voilà, trucs-là, ils ont aussi eu des règnes assez monstrueux sur cette époque-là. c'est tout à fait ça, ouais, tout à fait ça, ouais. Donc, Donc, bon, bah voilà, on va dire que ça prouve qu'elle a été marquante. Effectivement, après, sa personnalité était peut-être plus controversée. Moi, je la connais pas. Voilà, de toute façon, maintenant, hein, elle pouffe les pires sans lit par la racine, donc elle a pu nous saouler. Hein. elle perdra son titre, la fameuse Mola quand même face à Betty Boucher, mais elle le regagnera, elle rebalancera un monstrueux règne de 2 ans, de 527 jours exactement, le reperdra face à une japonaise, elle le perdra au Japon, finalement elle regagnera son titre à nouveau juste un mois plus tard, et elle va le garder, alors là, mon bon papy, à nouveau 2862 jours, ok. Et elle aura comme ça des règnes. De temps en temps, elle le perdra. Elle aura un autre règne de 947 jours, un autre de 2113, etc., etc. Tout ça, ça nous emmène à 1984. Et là, en 1984, pour la première fois, en fait, depuis des décennies, il y a une véritable adversaire, une véritable catcheuse qui va s'opposer à la Fabulous Mola, et c'est Wendy Richter. Alors Wendy Richter, mes amis, vous la connaissez peut-être parce que dans l'histoire du catch féminin, c'est très important parce qu'en 1985, il n'y a aucune femme à WrestleMania 1, sauf un match. Il n'y a qu'un match où les femmes sont concernées, et en l'occurrence, c'est un single match, et ce single match, il oppose, je vous le donne Émile,
Wendy Richard qui affronte Leilani Kai, mais qui est elle-même accompagnée par The Fabulous Mola. Et Wendy Richter, surtout sa papy, peut-être tu t'en souviens, peut-être que tu l'auras vu, elle est accompagnée de Cyndi Lauper dans une des plus grosses rivalités pour lancer WrestleMania 1. Et on fait appel à Cyndi Lauper pour mettre un gros star power sur le tout premier WrestleMania. Et ça va marcher du feu de Dieu. Lou Albano va être impliqué également. Et qui apparaîtra d'ailleurs dans le clip de Cyndi Lauper de Girls Just Wanna Have Fun. Et vraiment, Cyndi Lauper, pour la première fois, va mettre un coup de projecteur énorme en 1985 sur le catch au niveau mainstream, mais aussi sur le catch féminin, puisque ça sera bien dans un match féminin auquel elle participera. Wendy Richter va gagner, va remporter le titre que détenait Leilani Kai, va remporter le WWF Women's Championship. Mon petit papy, je m'arrête là-dessus. T'as quelques souvenirs de Wendy Richter, ou en tout cas de ce qui s'était passé dans ce WrestleMania 1? Alors sincèrement non, je l'ai vu, je sais que je l'ai vu parce que je me souviens très bien de l'entrée de Cyndi Lauper avec ses cheveux de toutes les couleurs et non, toutes les couleurs étaient rousses de mémoire, je sais plus. Enfin bref, toutes les couleurs, ouais. Elle était toutes les couleurs, donc effectivement, qui était une méga star. Alors on parle d'un truc il y a 40 ans, hein, c'est vrai que maintenant, Cyndi Lauper, on se rend peut-être plus compte, mais à l'époque, ça avait permis de mettre un peu C'était Bad Bunny. C'était exactement, c'était l'équivalent de Bad Bunny. En plus, il y avait pas le star de WrestleMania. Il y avait pas Mr. T aussi qui était là sur le. Oui, il y avait Mr. T aussi, bien sûr. Il y avait, et puis il y avait des stars dans le ring aussi, hein, parce qu'il y avait André le Géant, il y avait Hulk Hogan, il y avait Roddy Piper. Il y avait hors catch, ouais. Ouais, ah oui, hors catch, ouais, hors catch, t'avais. Je vais te retrouver les guests, mais effectivement, c'était un gros premier WrestleMania malgré tout. Oui, voilà, donc. Et puis alors effectivement, donc tu vois, je me souvenais plus du tout de ce match. Par contre, je me souviens de l'entrée avec Cyndi Lauper, donc du coup, j'ai dû le voir. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Ouais. Donc écoute, c'était vraiment pour marquer là, tu vois, un premier pas dans l'historique du catch féminin et en particulier. Alors, je rappelle, peuple de catch-up, on va parler de la WWE essentiellement. On ira faire quelques à côté ailleurs dans d'autres fédérations pour XY raison. Mais bien évidemment, vous vous doutez bien que là, on parle de la Big League, on parle de la patronne du pro wrestling mondial, et c'est bien la WWE, et c'est à travers les champions de la WWE en majorité qu'on va explorer. Mais l'évolution a justement engendré certaines choses au niveau de l'indie qui vont être intéressantes dans la suite de cette causerie au comptoir du catch. Alors, juste pour préciser, effectivement, c'est WWE parce que c'est un peu les plus gros. Et aussi, en toute sincérité, c'est parce que moi, personnellement, c'est ce que je connais de mieux, voire quasiment exclusivement. Donc, je ne me sens pas honnête si je devais juger les autres fédérations féminines. J'ai eu un petit peu de TNA, un petit peu de IW, mais à part ça, pas grand-chose. Je suis dans le même cas, si j'avais dû parler du catch féminin vraiment de manière générale. Alors je suis pas tout ce qui est les Joshi au Japon. Les fédés comme la Stardome, la Shimmer, des choses comme ça. Je suis absolument pas assez connaisseur pour me jeter là-dedans et pour vous faire un panorama du catch indépendant féminin. Ça, à mon grand regret, je ne pourrais pas vous faire ce genre de choses. On pense à ces filles-là. Je vais parler un petit peu d'Elite Wrestling sur certains aspects. La TNA et les knockouts, c'est intéressant aussi malgré tout. Oui. Donc il y a différentes choses. À la Ring of Honor aussi, il s'est passé des choses au niveau féminin. Donc on aura quelques petits apartés à propos de ces fédérations. Vous inquiétez pas, mais vraiment le point de vue historique, on va le faire du point de vue WWE, du point de vue VKM, ça lui fera bien plaisir. Il va peut-être nous envoyer quelques bitcoins et puis voilà, et puis c'est tout. Allez, on avait avancé vite quand même, hein, papy. On était déjà en 1985, WrestleMania 1. Wendy Richter va garder le titre à ce moment-là, donc pendant 239 jours. Le Fabulous Mola va revenir. On va avoir une petite curiosité pour un règne de 6 jours en 86. Fabulous Mola va perdre face à une certaine Velvet McIntyre. Tiens, peuple de catch-up, fact-checker, serait-elle la maman? Non, ce n'est pas possible. Derrière, Fabulous Mola va encore saouler tout le monde avec encore 400 jours de règne. Et là-dessus, l'arrivée aussi de quelqu'un qui va changer pas mal la donne au niveau féminin, c'est Sensational Sherry. Alors elle, très très importante, hein, parce que alors elle, c'était un personnage valet, manager, catcheuse, une vraie catcheuse. La première pour moi, Sensational Sherry, pour moi de toute façon c'est la première vraie
catcheuse qui débarquait à la WWE et qui d'ailleurs se confrontait aux hommes. Elle a longtemps été la manageuse de Macho Man et du coup comme le Macho Man était toujours empêtré dans des affaires pas possibles, il fallait souvent qu'elle règle ses comptes aux copines d'en face. Il y a eu tout un drama aussi avec Miss Elizabeth bien sûr, mais Sensational Sherry était vraiment une nana hors norme. Elle a managé aussi Shawn Michaels. Si Oui. vous vous rappelez du match intercontinental entre Tatanka et Shawn Michaels, c'était elle qui était aux côtés de Shawn Michaels, il me semble bien. Elle chantait la chanson d'entrée de Shawn Michaels de mémoire en plus. Ah, c'était Non? peut-être elle, oui, qui était au J'ai un cœur, doute, hein. effectivement, de la chanson. Ouais, ouais, bah oui, je pense que t'es pas loin de la vérité, en tout cas. Et donc voilà, donc première catcheuse vraiment marquante, sensationnelle, Sherry Martel, qui va marquer un peu tout ça. Derrière, elle va avoir un long règne elle aussi. Hein. Il y avait encore des longs règnes, 441 jours. Hein, tu vois, ça rigolait pas. Hein. Là, on va avoir une Rockin' Robin que je ne connais pas, mes amis, qui va prendre le titre en France, à Paris. Alors, si vous avez des informations sur Rockin' Robin, vous serez les bienvenus. Euh, et derrière, le titre est désactivé. Il ne se passe plus rien pendant quasiment 3 ans. Derrière, Boum. une nouvelle va arriver, une nouvelle qui va faire du grabuge, c'est Alundra Blaze. On est le Ah 13 oui. décembre 1993. Elle va elle va gagner le titre à New York et ça va chier les bulles avec Alundra Blaze. Parce que Alundra Blaze, c'est une île à ce moment-là, ça rigole pas, elle est athlétique. Là, on commence à rentrer dans une fille un peu garçon manqué, on va dire, un petit peu en termes d'aspect, mais assez musculeuse et ça va pas rigoler. Et là, elle va rentrer dans un règne, mon papy, 342 jours. Elle va juste perdre le titre face à une japonaise, face à Bull Nakano au Japon. Elle va reprendre le titre pour encore 146 jours. Tout ça, ça nous emmène en 1995. Elle va perdre le titre une fois pour quelques semaines. Elle va le regagner le 23 octobre 1995 pour une durée de 55 jours. Et là, c'est le drame, mon papy. Elle se barre. Elle se barre. Elle se barre à la WCW et elle se barre avec quoi? Elle se La barre. ceinture. Exactement, le papy connaît ses devoirs. Tout à fait, elle se barre avec la ceinture et une image qui restera célèbre pour les catcheurs, les suiveurs de l'époque, puisqu'elle balancera tout simplement le titre le Women's Championship de la WWF à la poubelle, à la table des commentateurs de la WCW à l'époque. Wow, un truc. On parle de Bret Hart, du Screwjob, etc. Eh Là, ben c'est ce écoutez, que je vous vais dire. vouliez une femme qui posait ses coronesses sur la table, eh ben c'était bien Alundra Blaze, papy. C'est même pire que ça. Enfin, pire que ça. Je pense que Alundra Blaze, c'est elle qui est à l'origine du Screwjob finalement. Puisque C'est en 97 le Screwjob. voilà, et Alundra Blaze, c'est un Normand, c'est ça? Ouais. Ou... Et en fait, c'est le fait que Alundra Blaze soit barré avec la ceinture et les jeter à la poubelle qui fait qu'ils ont été obligés de faire le Screwjob pour faire tout pour que Bret Hart se barre sans ceinture en fait. Le titre est désactivé. Et Juste pour oui, avant, je leur donne la parole, juste pour te donner l'info. Le titre, il est désactivé en décembre 1995. Donc elle attaque à la WCW dès le 18 décembre 1995 exactement. d'accord, ok. Ouais, donc vraiment avant Bret Hart. Et c'est pour ça en fait qui de mémoire, hein, peut-être que je Elle dis chie à la contre, gueule mais de Vince. voilà, elle chie à la gueule de Vince et du coup, bah, Vince, il a pas se laissé faire avec Bret Hart, c'est-à-dire, bah, on m'a eu une fois, on m'aura pas deux fois. Et du coup, c'est ça qui lance un peu toute la grosse machine qui sera un des grands drames, un gros psychodrame de l'histoire du catchesque de WWF à l'époque. Et ben, c'est Alundra Blaze qui, pour moi, en est à l'origine finalement. Tout à fait. Tiens, et d'ailleurs, pour la peine, santé. Allez, Mais pas des pieds. allez. Alors là, mon papy, là, il y a un hiatus. Puisqu'effectivement, à partir de décembre À tes 95, souhaits. eh ben oui, de décembre 95. Et bah là, avec la disparition de notre ami Alundra Blaze, le titre ne sera remis en jeu que le 15 septembre 1998. Et c'est, alors, voilà, une quelque chose que j'aimais bien, Jacqueline qui va prendre le titre. Tu te souviens de Jacqueline, une afro-américaine? Ouais, bah, assez peu de mémoire, elle était assez petite et musculeuse. Ouais, Et puis, elle a dû catcher avec des hommes aussi, elle. ouais, et elle en pleine attitude era, hein. Oui, oui, bah, elle était. Alors, en tout cas, je l'ai vu catcher, je l'ai déjà vu aussi dans des pay-per-view. Bah ouais, une vraie c'était un peu elle représentait bien les femmes un peu
forte provoque qu'on avait dans cette attitude era, quoi. Elle aura pas un très gros règne, mais elle en aura d'autres après. Là, ce tout premier règne, donc pour réactiver la ceinture féminine, donc c'est du septembre 98, ça se passe à Sacramento, et bah Sable pour le titre, Sable qui prendra le titre. Hein, Sable, c'est Madame Lesnar, hein, si je ne m'abuse. Et ensuite, alors ensuite, en pleine attitude era, on va avoir plusieurs prises de titres, dont Ivory, Debra, Miss Kitty, Irvina, voilà, pas mal qui sont passés aux oubliettes. The Fabulous Mola en 99 va réussir aussi à s'octroyer le titre. Et en 99, pour la première fois, mon papy, le terme à la télévision américaine diva est utilisé par les commentateurs de Monday Night Raw. Et pour la première fois, ce terme rentre combien et devient la désignation officielle des catcheuses de la WWE pour un paquet d'années, en réalité. Ouais, des années sombres, hein, malheureusement, qui vont démarrer finalement. C'est aïe aïe aïe. Alors, sur un petit peu la fin de l'attitude era, c'est-à-dire à partir de 2000, Stéphanie devient un personnage central vraiment à cette période-là, à la WWE, à tous les niveaux, que ce soit au niveau backstage, que ce soit au niveau in-ring, que ce soit au niveau promo. Bref, elle est omniprésente et elle va beaucoup travailler backstage justement pour commencer à vouloir mettre les femmes en avant de plus en plus. Et vont arriver certaines femmes dont tu parlais, mon cher papy, au début de ce compteur de catch, Lita, Trish Stratus, Chyna, bien sûr, Ivory aussi qui continue à être aussi bien présente. Toutes ces filles vont se partager le titre au fur et à mesure. Ça va durer comme ça. Molly Holly aussi. Trish Stratus va donc avoir plusieurs règnes, hein, en 2001, en 2002, encore en 2003, entrecoupé par Victoria, par Jazz, par Molly Holly, par Victoria à nouveau, Lita aussi bien sûr, encore Trish Stratus qui prend 2 fois le titre. Tout ça, ça nous emmène jusqu'en 2005 et en 2006, arrivée de Mickie James. Alors, Mickie James, la fameuse rivalité qui avait mis le feu à WrestleMania. Hein. Je sais pas si tu t'en souviens. Et la fameuse rivalité où Mickie James était une fan absolue de Trish Stratus, mais finalement ça se transformait en folie totale. Tu te souviens un peu de cette rivalité, papy? Ah, j'en souviens très bien. C'était la fan absolue qui était transformée en. Et comme tu dis, c'était la folie totale. Et c'était un peu malsain la relation qu'elle avait avec Trish. Et elle finissait par lui prendre le titre de mémoire à WrestleMania à l'issue d'un match complètement foiré sur le finish où elle se foire, elle recommence, mais elle le font. Enfin, c'était totalement affreux. Et je crois qu'elle finit par un pauvre coup de pied pour essayer de terminer le truc. C'est à ce moment-là où je me suis dit, et les filles sont en dessous. Et je crois que c'était le pic finalement de forme de ces filles, parce qu'après ça va redescendre jusque les années récentes en fait. Ouais, complètement quoi. Mais et donc c'est vraiment une énorme période de domination, vraiment de deux femmes en particulier quoi, Trish Stratus et Lita. Et après, avec l'arrivée de Mickie James, les cartes vont être un peu rebattues à partir d'avril 2006 quoi. Même si Mickie James va avoir un premier règne de 134 jours. Mais globalement, il va y avoir une blessure de Trish Stratus aussi qui va rendre le titre vacant. Mais là, il y a vraiment un partage Mickie James, Trish Stratus, tu vois. Et ça dure un moment jusqu'à ce que Melina en 2007 viennent prendre le titre. Alors là, on est rentré complètement officiellement dans vraiment la vraie période diva, pardon. D'autant plus que la WWE a lancé son produit Total Diva grâce aux sœurs Bella. Bref, ça c'est en 2013. Donc vraiment toute la partie de 2006 à 2015, on est vraiment rentré dans le règne des divas. La ceinture a été changée, a été appelée comme telle, le Diva Championship. C'est un papillon rose qui trône au milieu de la ceinture. Et à partir de ce moment-là, là, on va rentrer dans une période que vous connaissez de mieux en mieux et que nous aussi on connaît bien de toute façon, puisque des filles comme Beth Phoenix vont apparaître, comme Candice Mitchell qui vont apparaître. Toutes ces filles-là vont nous emmener tranquillement, Michelle McCool, etc., 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 etc. Et là, on arrive à la période de l'évolution. Les divas, on l'a senti, papy. Tiens, on va s'arrêter là un instant là sur les divas. Est-ce que toi, en tout cas, tu l'as senti l'arrivée entre 2013 et 2016 là, 2015.
les femmes, est-ce que tu sentais qu'il y avait un changement qui arrivait ou tu désespérais à l'époque? Tu disais non, la division féminine c'est foutu, ils en feront jamais rien. Bah, en fait, c'est marrant parce que quand tu racontes ça et en écoutant tout ça, je me souviens que finalement, j'étais pas si dur. En fait, je suis plus dur maintenant avec le recul que je ne l'étais peut-être à l'époque parce que bah, les filles dont on a parlé, les Mickey, les Trish, les Lita, c'était pas mal. Beth Phoenix, bon, finalement, j'aimais bien quand elle était là. Même une Eve Torres, je trouvais qu'elle a fait du travail pas si mal. Euh, qui sait qu'il y a d'autres qui étaient à l'époque. Ah, voilà, t'as quelques filles qui faisaient des trucs intéressants. Et en fait, ce qui me dérange a posteriori, c'est de me dire que je l'ai regardé en disant ouais, bah, pour des filles, c'est pas mal. Tu vois. Je me disais ça quand je regardais ça. Et, et au fil, j'ai toujours ce prisme biaisé de dire bah voilà, je m'attends tellement à rien que bah regarde, elle a réussi à faire un Didi propre, c'est un bon match, tu vois. Alors que maintenant, euh, les matchs féminins, t'es limite à les noter comme des matchs masculins en fait. Et voilà. Et donc je trouve que cette période diva, elle a encore plus fait ça parce que les filles passaient leur temps à se tirer les cheveux. Enfin, et c'est ça que je reproche un peu, même s'il y avait des vraies catcheuses dans le lot. Bah alors, la plupart de leur histoire, c'était ici, et les copines, et les ça, et je tire les cheveux. Et quand il y avait des matchs à plusieurs, bah, c'était toutes les copines d'un côté, et puis les autres, c'est les méchantes, donc c'est les unes contre les autres. C'était assez gnangnan, quoi. Il y avait toujours, c'était pas des rivalités, comme je disais tout à l'heure, un peu sportives. Donc, qui est la meilleure, qui est ci, qui est ça, c'était toujours des trucs orientés pour nous dire, bah voilà, c'est des filles, elles se poussent dans la boue, elles se tirent les cheveux, elles se déchirent les vêtements. Et effectivement, j'en avais pas tant conscience que ça à l'époque, parce que j'avais ce prisme-là qui faisait que je me disais, ah bah tiens, pour une fois on a un match réussi, pour une fois on a une qui sait faire deux, trois prises. Alors qu'en fait, finalement, le concept même des divas faisait que bah elles partaient pas avec les mêmes chances que les garçons. Ah oui, c'est ça. Alors, par contre, je te rejoins. Enfin, c'est-à-dire que moi, je note un match des filles à l'heure actuelle exactement comme je note un match de garçons. Pour moi, il y a absolument aucune différence, quoi. Je suis dans l'équité la plus totale entre le sexe masculin et féminin là-dessus, quoi. Mais c'est là où je rejoins ton analyse, c'est qu'effectivement, bah, quand on regardait les matchs de la période diva, alors il y avait quelques catcheuses qui auraient pu être intéressantes. Il y avait un roster qui pouvait être assez fourni. On avait quand même des F Torres, on avait des Caitlyn, on avait des Kelly. Alors attention, je ne parle pas en termes de qualité, là, hein, je parle juste en termes de vraiment de quantité. Les Bella Twins, bien sûr, Karma, Tamina qui était déjà là, Aksana, Nadia, t'es déjà là? Leila, Melina. Bref, il y avait quand même beaucoup de catcheurs. Il y avait Natalia qui était déjà là, ouais, tout à fait, t'as raison, ouais. Natalia qui était présente. Bref, sur la période de Diva, il y avait vraiment un vrai truc. Après, il s'est passé un petit événement qui est peut-être passé un peu inaperçu mainstream, mais qui l'est passé beaucoup moins pour les suiveurs de catch. C'est a été l'arrivée de Paige à NXT. Oui. Et alors là, l'arrivée de Paige à NXT, pour ceux qui suivaient déjà depuis 2012 le show noir et jaune, et ben tout d'un coup, il y avait une nana quand même qui se démarquait, quoi. Est-ce que toi tu l'as senti arriver, cette fameuse Paige? Comment je pourrais dire ça? Je l'ai senti arriver de moi parce que je regardais pas NXT à l'époque. Ah, Je l'ai senti arriver parce que j'en entendais parler, qu'on me disait tout le temps, Paige, bah, dès qu'elle sera majeure, vous verrez, elle va débarquer sur le main roster et ça a tout déménagé. Et effectivement, je crois qu'elle est arrivée à 18 ans à NXT ou un truc comme ça, puis elle a dû démarrer à 21 ans ou 22 ans sur le main roster. Très jeune, d'ailleurs, elle est toujours très jeune, Paige, parce que il y a pas si longtemps que ça. Avec Edgely, en fait, c'était Paige et Edgely, le gros truc qui allait se passer, parce ouais. qu'Edgely était un petit peu aussi un peu en train de transformer le truc avec Hmm. un style et un physique qui était en dehors des divas, et d'ailleurs, elle jouait beaucoup là-dessus, même si c'était finalement comment dire, le symbolisme de la petite Abby Geek, Edgely. Mais c'était déjà là-dessus à se dire, bah voilà, nous on sera des vrais catcheuses, on va pas faire des défilés mode bain comme les autres. On va déjà essayer de faire changer un peu les choses. Il y avait un début, on va dire, avec ça. Oui, oui, parce qu'il y avait vraiment des catcheuses annonciatrices, en l'occurrence avec Paige, avec Edgy Lee, comme tu l'as dit. On commençait à sentir qu'il est en train de se passer quelque chose avec les femmes.
Mais il y avait encore des trucs tellement catastrophiques, quoi. Il y avait des Cameron, il y avait Naomi qui était toute débutante. Il y avait des choses comme ça sur la fin, sur le milieu des années 2010, où là vraiment la période diva bat son plein. Même, si tu te rappelles de Jojo, de Eva Marie, de Summer Rae, ça te parle tout ça, mon papy? Eva Marie et Jojo, c'était Total Diva, ça. Où Ouais, ouais, tu ouais. viens de dire, ouais. 2000 et 2013. Ça, c'était des produits Total Diva, c'est-à-dire elles sont arrivées par Total Riva, puis elles ont intégré les centres d'entraînement catchesque. C'est-à-dire que je crois qu'elles, tu sais, et alors je vais faire un comparatif. Attention, je vais étaler ma culture musicale. C'est un peu comme les Spice Girls, tu vois, où t'avais des chanteuses et puis t'as Jerry Halliwell qui arrivait qui était pas du tout chanteuse et qu'ils ont juste rajouté, hop, et qui est devenue chanteuse après. Bah, c'était un peu ça, Jojo et Eva Marie, c'est qu'elles ont été rajoutées juste parce que c'était des physiques intéressants, on va dire, hein. C'est un peu ça, et puis des personnalités intéressantes. Et ensuite, ils se sont dit, tiens, on va essayer de les faire catcher. Bah, Jojo, finalement, aura pas duré longtemps, même si elle avait fait un match, je crois, sur hors série où j'ai trouvé ça plutôt honnête, sa prestation. Et Eva Marie, on sait ce que c'est, quoi. Tandis que Summer Rae, elle aura fait un peu la diva ancienne époque avec commencer en tant que valet avant d'aller dans le ring où c'était pas fou non plus, quoi. Ouais. Alors du coup, on s'est pas arrêté sur le principe de toute cette époque parce que ça serait assez long, mais pour un dernier mot avant de rentrer vraiment dans l'Evolution, parce qu'on y est presque, là on est en 2014, mon papy. Juste un dernier mot sur les stipulations de toutes ces époques là dont on vient de parler, là, avec des 80s Hmm. jusqu'à 2000. C'est-à-dire que les femmes, c'était une catastrophe. C'était voilà. Alors on avait soit le match simple, hein, victoire par tombée ou par soumission, et puis après on avait une multitude de bra and panties, de dance-off, de tout un tas de choses comme ça, dans tous les sens. Et alors ça, il y en avait dans tous les sens. Alors bien sûr, il fallait que les femmes soient sexy à souhait, peu importait ce qu'elles étaient capables de faire entre les cordes avec leur adversaire. On s'en foutait total, c'était pas du tout le principe. Elles étaient là pour mettre en valeur les mâles, en particulier quand c'était Vince McMahon, quand c'était des officiels qui venaient entre les cordes. Et ben il fallait les rendre over, c'était un peu le rôle des femmes. Alors évidemment, il y avait la division féminine qui évoluait en même temps, mais elle passait tellement à la trappe à cette époque-là, et les matchs étaient tellement pas intéressants comme tu as pu le dire plus tôt, que effectivement on s'ennuyait ferme en fait dans la division féminine. Ouais, on s'ennuyait faire, mais et tu l'as bien dit, il y a eu des stipulations qui étaient vraiment bouclées que pour les filles et qui étaient typiquement divas, c'est-à-dire que maintenant vous étiez pas l'égal des hommes, donc du coup vous aviez droit à des trucs un peu dégradants, quoi, les matchs où tu devais balancer des coussins dans la tronche. Il y a eu des matchs sponsorisés par Playboy, je crois, ou des trucs comme ça Ouais, à ouais, une époque, allons-y, hein. hein. Ouais, ouais, et effectivement, j'avais oublié ça, tu fais bien de le rappeler. Il y a quand même tout un passage. Je me demande si c'est pas quand Raw est passé à 3 heures ou un petit peu avant, où ils avaient les super hosts, ou je sais plus comment ça s'appelait. En fait, ils avaient une star hors catch qui venait à chaque fois au Monday Night Raw pour faire un peu le général manager d'un soir, ou un peu c'est un peu ça, quoi. Et à chaque fois, le gars il était accueilli par les divas que tu retrouvais dans les vestiaires, dans le Exactement. jacuzzi, dans le machin. Alors là, c'était vraiment affreux. Ça, je crois que c'est des pires périodes pour moi de l'ère moderne finalement du catch féminin. Et notamment, et c'est un peu pour ça que bah, je les ai un peu pris moi en grippe, les Bellas étaient systématiquement associés à ces segments-là, quoi. Dès qu'il y avait un segment, il fallait des potiches, hein, on va dire les choses comme elles sont. C'était les Bellas sur qui ça prenait. Donc on les ramenait ici, hop, tiens, t'as un mec qui arrive, on lui met. On les mettait même dans les cérémonies de Hall of Fame, c'est elle qui donnait le bras au mec qu'on amenait au micro, quoi. Donc c'était, ouais, bah elles étaient là en tant que host, les filles. Mais bon, c'est vraiment dommage, quoi. Alors souvent l'image de la femme était totalement dégradée en fait et dégradant finalement. Et c'était le sexisme un peu à son paroxysme, le machismo du catch qui parlait. C'était un business contrôlé par les hommes. Les femmes étaient là pour être belles, pour être potiches, pour être belles plantes. Et finalement, le catch importait peu les officiels. Et quand il y en avait, on regardait ça d'un coin de l'œil et qu'on disait ah ouais ouais, il faut quand même donner un peu de temps d'antenne aux femmes. Il faut qu'il y ait un peu de femmes. Ah ouais, on a quelques catcheuses quand même dans le vestiaire, donc il faut quand même leur donner un peu de taf.
Et puis finalement, le critère n'était plus basé que sur des critères de modèle, quoi, de top modèle. C'est comme ça qu'est arrivé entre autres des Mariah Canelis, des Kelly Kelly, toute une génération de filles qui arrivaient comme ça sur des concours de bikini, des choses comme ça. Enfin vraiment, il y avait aucun aspect sportif en fait, j'ai envie de te dire, dans le catch féminin à cette époque-là. On ne pensait pas en fait en termes de sport entertainment. On avait que de l'entertainment, mais en tout cas, on n'avait pas du tout de sport et certainement pas du wrestling. Non, 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 non. Et même aujourd'hui, on en reparlera quand on fera un peu le bilan sur la période actuelle. Je pense que les filles n'ont pas encore toutes les mêmes armes que les garçons, même s'ils s'en rapprochent vachement plus. Mais alors, à l'époque, oui, c'était deux divisions d'écart, c'est ça. C'était les divas, c'était pas des catcheuses. Voilà, c'était clair et net. Et je pense que d'ailleurs, bah, c'est Charlotte qui fait disparaître le terme diva. Attends, Et attends, ben, attends, 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 attends. j'ai rien dit. Pas de spoiler, pas de Pas de spoiler. spoiler. Bon, on verra qui a fait disparaître le terme diva. Mais je pense Alors, qu'effectivement, c'était incontournable pour on, les prendre au sérieux de tuer le terme. on y est presque, mon bon vieux. On y est presque. On est en 2014. T'imagines là, championnat de la WWE du 7 avril, très important, c'est très important, parce que Edge Lee est donc championne depuis le début de l'année 2014, et en avril, arrivée de la fameuse Paige, qui est championne NXT et qui va battre Edge Lee pour remporter le championnat des divas, et ce qui fait d'elle la plus jeune diva de l'histoire à remporter le titre, et ainsi d'ailleurs dans le match le plus rapide à remporter ce match d'ailleurs, et c'était dès son premier jour dans le roster principal, donc gros impact le 7 avril 2014 de Paige. C'est un post-mania, non? C'est un lundi post-mania qu'elle arrive ou un truc comme ça, non? Il me semble bien, ouais. Il me semble que Ejeli avait gagné dans une Battle Royale, un truc comme ça, la veille à WrestleMania, et que le lendemain, Page débarque dans le roster avec tout public qui l'attend, forcément, c'est le roi après Mania, et boum, en 2 secondes, c'est réglé. Ouais. Et du coup, tu te retrouves donc avec une Page qui est championne, qui va continuer la rivalité avec Edge Lee pendant tout un certain temps, etc. Ça va aller jusqu'à Night of Champion. Finalement, à la fin de l'année, lors des Survivor Series, la toute dernière, la nouvelle Divas Champion, ça va être notre copine Nikki Bella qui bat Edge Lee et qui devient la nouvelle Divas Champion. Il va garder son titre un certain temps puisque jusqu'au 3 avril 2015, que se passe-t-il? Il se passe une première cassure peut-être, qui sait. La WWE va annoncer le départ d'Edge Lee, qui est aka la femme d'un certain CM Punk, et qui en même temps d'ailleurs va carrément annoncer sa retraite du catch. Alors, à ton avis, est-ce que là, il y a une première grosse perte ou est-ce que c'est un premier twist dans cette evolution là, ce départ de Edge Lee donc exactement le 3 avril 2015. Pour moi, c'est pas une. Alors après, peut-être qu'elle aurait réussi à suivre ou pas, mais je suis pas sûr que ce soit si une grosse perte que ça, en fait. Je pense qu'Edgely a fait changer les mentalités. Par contre, je suis pas certain qu'elle avait la capacité d'accompagner le mouvement derrière, en fait. Donc elle, on va dire, elle a lancé le truc, mais par Sur, contre, je suis pas certain qu'elle était prête. sur quoi tu penses que elle aurait pas changé les lignes? C'est quoi à ton avis, c'était quoi la faiblesse de Edge Lee par rapport à ça? Par rapport aux filles qui bossent maintenant? Enfin, après, c'est compliqué à dire, hein, mais je pense elle est restée issue d'une formation diva. Donc elle savait faire deux, trois trucs. Après, Jelly, malheureusement, on s'en souvient qu'elle a fait changer les choses, mais on s'en souvient aussi qu'elle a passé son temps dans les triangles amoureux entre Daniel Bryan, Kane, CM Punk, et il y a eu Dolph Ziggler, non? Ou à un moment peut-être un peu aussi. Donc elle a été pas mal là-dedans, quoi. Il y a eu beaucoup de monde autour de Edge Lee durant son run à la WWE. Et voilà, donc Ça, elle est encore trop paralysée par les histoires purement diva, même si après elle essaie de distinguer un peu son personnage, enfin de faire du vrai catch dans le ring, elle est encore trop Mais voilà, moi je ne critique pas son travail, je pense qu'elle a vraiment aidé à un peu faire évoluer les mentalités en disant voilà, on a plus besoin d'études bimbo refaites de partout. Par contre, voilà, par rapport aux compétitrices sportives qu'on a maintenant, je pense qu'elle aurait été bien en dessous. ah, je suis d'accord avec ça. Et moi, je vais te donner un exemple simple. C'est que Edge Lee, elle était au four et au moulin dans toutes les rivalités où il y avait des histoires de bisous bisous avec des catcheurs.
Elle a failli quand même, il faut pas oublier, se marier avec Daniel Bryan. Elle a coûté à Daniel Bryan d'ailleurs un match de championnat du monde en 18 secondes. Elle a fricoté avec John Cena, elle a fricoté avec CM Punk. Pour de vrai. Et enfin bref, elle était tout le temps dans des histoires comme ça, un petit peu de love teenager, qui moi par moment me saoulait un peu quoi. Et, euh, et, et je suis d'accord avec toi qu'en termes athlétiques, et on va bientôt arriver là-dessus, Edge Lee, elle aurait été totalement dépassée. Je n'arrive pas à croire que Edge Lee s'en serait sorti face aux 5-6 nanas à l'heure actuelle là, qui possèdent le main event de la WWE en termes féminins quoi. Donc non, vraiment là. Donc on revient donc Nikki Bella. Maintenant on passe à Nikki Bella, mon cher papy, parce que Nikki Bella, elle aura quand même marqué l'histoire de la WWE et elle se retrouve championne à cette période et à Night of Champions, elle va être battue par Charlotte, qui va mettre fin à un règne de 301 jours de Nikki Bella. Mais là, ça y est mon papy, on rentre dans le dur, on rentre dans l'Evolution. Tout commence le 13 juillet 2015. Lors d'un Monday Night Raw, Stephanie McMahon annonce qu'une révolution va avoir lieu dans la division Diva. Euh, Elle va permettre les débuts dans le roster principal de Sasha Banks, de Charlotte et de Becky Lynch, qui étaient les têtes d'affiche féminines de NXT, en particulier Sasha Banks et Charlotte Flair. Ce moment-là, il est appelé précisément la Women's Revolution par Stephanie McMahon, hein, qui donne cette appellation-là d'entrée dans sa promo. Elle considère que c'est là pour donner aux catcheuses de la WWE une meilleure visibilité et un statut égal aux hommes. Ça va commencer à turbiner jusqu'à WrestleMania 32, 3 avril 2016. WrestleMania 32, le titre de WWE Divas Champion est retiré à la faveur d'un nouveau titre nommé WWE Women's Championship. C'est Charlotte, comme tu l'avais bien précisé tout à l'heure, comme tu l'avais spoilé tout à l'heure, qui en avait fait effectivement la demande. Ça va être ce Women's Championship va être inauguré par la WWE Hall of Fameuse Lita. La ceinture va être remportée pour la première fois lors de la même soirée par Charlotte, qui va battre Becky Lynch et Sasha Banks dans un triple threat match. Hein, les chats font pas des chiens. La WWE va annoncer officiellement à cette occasion que le terme diva est remplacé par le terme dorénavant le terme mixte de superstar qui était jusqu'ici uniquement réservé aux hommes. Je m'arrête là. On est donc au début avril 2016, papy. Ça y est. Depuis juillet 2015, Stephanie McMahon a lancé la Women's Revolution. Et là, on est en plein dedans. Et on a un triple menace avec 3 filles que tu as citées au tout début de notre conversation au comptoir. Et là, je crois que ça y est, on est en plein dedans. Bah ouais, alors oui, c'est peut-être pas le hasard finalement que j'ai cité ces filles-là parce que celles qui ont démarré vraiment pour moi le truc et qui elles sont toujours là aujourd'hui, donc pour moi c'est un peu difficile de passer à côté. Petit retour rapide sur ce que le début finalement, ça vient mettre fin au règne de Nikki Bella, qui alors les Bella sont pas mal. Alors, je sais pas. 301 jours 301 jours, nom de Ouais, Dieu. et les Bella se mettent souvent en avant en disant qu'elles sont à l'origine de la Women's Revolution. You can love, but you Euh, can't touch. j'ai jamais trop été d'accord avec ce point de vue, même si il faut avouer que Nikki avait au moins fait l'effort de se construire un physique, là où Brie, alors là, par contre, Ah là. c'était juste, je repompais les bouffes de mon mari et puis en espérant rechoper sa popularité. Brie. Ouais, Brie mode, ouais, super, allez, Ah, casse-toi. Brie, j'ai un souvenir de Brie, moi, en 2014 à Paname, au show de Bercy, où elle se servait d'ailleurs allègrement de la pop de son mari, hein, pour pouvoir s'en sortir. Et comment ça botchait. Oh là 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 là, la plaie, Brie Bella dans le ring, la plaie. Tandis que Nikki a travaillé un peu plus, ça je lui reconnais, elle s'est construite un physique, elle a fait des moves assez impressionnants. Elle avait un personnage de qui était plutôt finalement qui marchait bien, je trouvais avec moi, parce que de toute façon, moi, je trouvais que le personnage de Hill était le plus proche possible de sa vraie personnalité. Et en fait, mais ce que je reproche aux Bella, c'est qu'elles étaient tout le temps, elles ont beau avoir dit, dire qu'elles ont accompagné le changement, en réalité, elles étaient les fleurons des divas et elles étaient à mort dedans avec les Total Divas, Total Bella, et puis on a parlé de tout ce qu'elles ont fait auparavant qui n'ont pas aidé, qui étaient anti-catchesques à souhait.
Et puis donc voilà pour je suis bien content que ça se finisse par les Bella finalement qui servent à enterrer le titre en étant vaincus. Et puis après bah, les filles déboulent et petit à petit elles commencent à avoir des vrais matchs. Alors au début on les intègre en les mixant avec de mémoire avec d'autres divas en faisant des espèces de trio. Il y avait les BCB, je sais pas quoi là, Total Bad ou je sais plus ce qu'il y avait là. Il y avait Naomi, Tamina et Sacha de mémoire. Et tu devais avoir en face Paige, Charlotte et Becky, puisqu'à l'époque c'est les meilleures copines du monde. Et je me demande c'est pas un autre trio avec les Bella et Alicia Fox, une horreur comme ça. Enfin bref, alors là par contre, non, plus jamais ça. Et puis voilà, c'est les débuts là. Oui, oui, enfin là, on peut vraiment rétablir une vérité. Oui, les Bella ne faisaient pas partie de la Women's Revolution. Pour moi, elles n'en ont jamais fait partie. Je suis comme toi, elles étaient dedans jusqu'au cou des divas. Hein, Total Diva, Total Bella. Ok, hein, je pense que là, il n'y avait pas de mystère. Oui, Nikki Bella s'est construit un physique au fur et à mesure des années et a été plus crédible. Son règne de 301 jours m'avait quand même paru une éternité à l'époque. Moi, je comprenais pas qu'elle perde pas plus tôt son titre à ce moment-là. Je me rappelle avoir poussé des hauts cris sur les cahiers du catch. Mais bon, c'était comme ça. C'était elle qui avait la hype du moment. Après, je peux pas, par contre, lui contester le fait qu'elle a servi un peu de passeuse pour l'arrivée de justement toutes ces nanas et elle a pu offrir comme ça des rivalités. Elle était la championne du moment. Ça permettait de mettre en avant Charlotte, Sacha, Becky et compagnie et ça faisait avancer le schmilblick et pour les femmes. Et là, on commençait à sentir véritablement un vrai changement quoi. Ouais. Euh, Et puis en du fait, il fallait quelque part que qu'il y ait un vrai, enfin, comme on est en pleine révolution féminine, il fallait qu'il y ait un espèce de figure qui identifiait les divas et qu'on allait tuer en fait. Et Nikki Bella était parfaite pour ça parce que du coup, c'était la heel qui représentait tout ce qu'on détestait dans le catch féminin et le fait qu'elle a un règne en plus interminable, quand ça s'est terminé, bah voilà, tu sentais que tu étais à l'aube d'une révolution. Ouais, complètement. Et cette révolution, là, elle est complètement lancée en juillet 2016. Donc, on est un an après la fameuse promo de Stephanie McMahon à Monday Night Raw. Et là, il va se passer quelque chose d'important puisque c'est le retour de la Brain Extension qui va assigner donc chaque lutteur et lutteuse à une émission de la WWE, SmackDown ou Monday Night Raw. Charlotte va rester à Monday Night Raw avec le WWE Women's Championship qui va être renommé tout simplement le Raw Women's Championship et ça devient exclusif au vaisseau amiral. Du côté du merveilleux monde du show bleu, eh ben c'est tout simplement Becky Lynch qui va remporter un match à 6 pour devenir la première détentrice du titre nouvellement créé pour SmackDown, le SmackDown Women's Championship. Par la même occasion, Lynch devient la première championne qui a commencé sa carrière à NXT sans avoir remporté le titre de NXT Women's Championship. L'équité avec les hommes arrive-t-elle en 2016? Lors de Hell in a Cell 2016 va se dérouler le tout premier Hell in a Cell match. Donc là, on est vraiment toujours dans le déroulement de cette année-là de 2016. Donc année très important. Premier match féminin entre qui? Entre Charlotte Flair et Sasha Banks et qui sera aussi le premier main event mais féminin d'un pay-per-view pour le WWE Raw Women's Championship. Et là, Charlotte va gagner son troisième titre. On fait un stop à ce moment-là. Donc là, on est en Hell in a Cell 2016. Je ne sais pas si tu en as des souvenirs précis, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, cette année 2016, là, elle marque, avec la Brand Extension, elle marque vraiment là, la prise de pouvoir des Four Horsewomen, en fait. Yes, et comment te dire, et ouais, j'en ai un grand souvenir parce que c'est les Four Women, effectivement, c'est la prise de pouvoir, mais pour moi, c'est un gros début surtout de Charlotte et Sacha, parce que Bayley est pas encore là, Non. et, et, et Becky, mine de rien, ses premières années, elle sera toujours en dessous des autres. Elle sera plus assez populaire parce qu'elle a toujours été assez populaire. Mais de la manière qu'à NXT, elle a jamais atteint le main event d'NXT, bah, ses premières années dans le main roster, je trouve elle va être en sous-régime en fait. Jusqu'à qu'elle crée son nouveau personnage dans quelques années plus tard. D'ailleurs, je crois que c'est 2018 ou 2019, je sais plus. On y arrivera dessus, t'inquiète. Non, Val, tu vas me le dire, tu vas me le dire. Mais jusque-là, Becky était pour moi très en dessous. Par contre, Charlotte et Sacha, tout de suite, elles ont mis le curseur tout en haut. Elles ont pas arrêté de se chaparder le titre. Je te le prends, tu me le reprends, je te le reprends, tu me le reprends. D'ailleurs, je le crois de mémoire, c'était tout le temps Sacha qui le prenait en weekly et Charlotte qui le reprenait en pay-per-view. Que Charlotte est restée longtemps invaincue en pay-per-view, si je dis pas de bêtises.
Et le Hell in a Cell, j'en ai un grand souvenir parce que d'une part, si je dis pas de bêtises, ça se passait chez Sacha. Donc du coup, c'est à Cleveland, Sacha, qui est d'Hôtel Origine, je ne sais plus. Je confonds peut-être avec Sablis. Bref, vous vérifierez. C'est dans son Boston, c'est à Boston. Et en plus, le match avait été terrible. C'était foutu sur la tronche, mais d'une manière, je me souviens, notamment, je crois qu'il y avait des tables et tout. La chaise s'était balancée à travers les tables et tout. C'était assez violent. Et à la fin, je crois que Charlotte, elle devait être limite en pleurs à la fin quand elle avait fini le match, tellement elle s'était foutu la mort avec Sacha. Et j'avais trouvé ce match-là énorme et digne d'un match masculin. Et je crois que c'est une des premières fois que je me suis dit ça en main roster en regardant les filles. Donc c'était les grands débuts du catch féminin pour moi. Ah, carrément les grands débuts du catch féminin. Ah ouais, ça t'a marqué à ce point-là, ouais. Ah bah je te dis, moi, je vois encore les gestes du match et les filles qui t'envoient dans tous les sens. Et ouais, je suis pas, j'aurais vérifié, attends, mais je suis presque sûr que c'est à domicile qu'elle joue Sacha Banks ce soir-là, parce qu'on s'était tous dit, bah, à domicile, ils vont lui filer enfin une victoire en pay-per-view. Et non, elle se fait rétamer et exploser par Charlotte. Mais voilà, donc moi, ouais, j'ai un grand souvenir de ce match-là. Et c'est pour ça que je dis, pour moi, Sacha et Charlotte, je prends Sacha dans mon top 3 des filles parce que voilà, elle a été dans les matchs les plus, certains matchs de WrestleMania. Donc voilà, elle a fait plein Voilà, de parce trucs. que là, on est dans le 2030, papy. Tu te rends compte, c'était quand? Enfin, on est en 2022, c'était il y a quasiment 6 ans. C'est fou comme le temps passe vite. Catch-up était créé en avril 2016. Et ben voilà, donc du coup, ils La ont eu le boucle est droit bouclée. au premier top de catch-up, je pense, certainement. Ah bah ouais, ouais, complètement, quoi. Alors, à ce moment-là, on est donc après le Hell in a Cell. Charlotte gagne le titre de Monday Night Raw. Et de l'autre côté, du côté du show bleu, Naomi va devenir la troisième championne de SmackDown et la première championne féminine afro-américaine de l'histoire de la WWE. Alors, je mets un bémol là-dessus parce que c'est affiché comme tel par la WWE parce que n'est pas prise en compte les règnes de Jacqueline. Parce qu'on considère que Jacqueline a gagné le titre à un titre unifié. Donc on considère que là, le titre de SmackDown, c'est la première fois que le titre de SmackDown. Donc Ouais. c'est pour ça que je rends à César ce qui appartient à Jacqueline. Ça reste quand même elle, la toute première afro-américaine qui aura la ceinture autour des hanches. Naomi va gagner lors d'Elimination Chamber son titre. Bailey est là. D'ailleurs, elle va affronter Alexa Bliss à Payback cette même année. Et Alexa Bliss, elle va devenir la première catcheuse à avoir détenu les deux titres, celui de SmackDown et celui de Raw. Mais c'est, comme d'habitude, notre amie Charlotte Flair qui devient la première femme en 2016 à avoir participé au main event de NXT, de Raw, de SmackDown et d'un pay-per-view, le Grand Chelem pour Charlotte. Donc Charlotte, ça y est, elle est lancée, papy, sur l'autoroute du succès. Charlotte est lancée, tu as évoqué Alexa Bliss, qui comme Becky était une fille qui n'avait jamais été championne à NXT et qui du coup dans le main roster, boum, elle chope et c'est la première à être double championne. Bah voilà, c'est des filles qui explosent un peu aux yeux de tous. Alexa Bliss, j'y repensé en parlant d'Edgili tout à l'heure. Bah voilà, si Edgili avait réussi à rester dans le catch, peut-être qu'elle aurait pu faire un style d'Alexa Bliss, peut-être un plus petit gabarit, euh, qui, euh, qui en plus marche bien sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais Alexa Bliss, ça reste comme une sacrée sportive, hein. Je crois que c'est une ancienne cheerleader, tous ces trucs-là, là. Gymnaste aussi. Enfin, mine de rien, malgré son physique frêle, elle bouge beaucoup sur le ring, quoi. Donc c'est pas non plus juste une gentille fille, hein. Du coup, on va faire un petit bond en avant, mais pas un énorme, puisqu'on va se retrouver en juin 2017, où pour un moment à nouveau historique de la WWE dans la division féminine, puisque lors du pay-per-view Money in the Bank va se dérouler le premier Money in the Bank ladder match féminin.
pour les catcheuses de la division SmackDown, 12 ans après la première édition masculine à WrestleMania 21 en 2005. Carmella va sortir victorieuse de ce match, pour ceux qui malheureusement s'en rappellent, et va devenir la première détentrice féminine de la mallette Money in the Bank, même si l'histoire retiendra que la première personne à décrocher cette fameuse mallette fut un homme, en la personne de James Ellsworth, un espèce de réminiscence machismo de la WWE qui s'est dit ah mais non on peut pas faire ça quand même, on va pas aller jusque là, on va pas laisser une femme décrocher la mallette Money in the Bank. Ça c'était quand même assez pérave hein, mon papy, cette affaire là. Hein. Oui, après les Ellsworth, Oh, c'était le valet de Carmella, donc quelque part, ouais, les codes est un peu d'accord. inversé. Mais le lendemain, ils ont refait exactement le même match. Exactement le même. Tout ça pour que Carmella aille vraiment chercher la mallette des C'est fois ça, par définitivement. l'image et qu'elle Tellement, aille chercher la mallette. Mais bon. ouais, tellement il s'était fait mais démonter par le public le soir du pay-per-view, quoi. Et donc, il avait fallu qu'il rectifie le tir dès le lendemain, quoi. C'était un truc hallucinant, quoi. Donc, Bah, bon. c'est surtout que Carmella était, et c'était vraiment Genre, une gardeuse et James Ellsworth était assez insupportable, quoi. ouais, tu veux marquer l'histoire, tu fais pas une connerie pareille, quoi. C'est pas, je sais pas, tu vois, c'est le premier match, le ladder match de l'histoire des femmes, le premier Money in the Bank match, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi? À quoi ils ont pensé, franchement, ce jour-là, quoi. Moi, je t'avoue qu'alors là, vraiment, ça m'a dépassé cette affaire-là, là. C'était quoi le line-up du match? Tu t'en souviens ou pas? Parce que Ouais, non, je l'ai plus en tête, je t'avoue. Là, j'ai pas le line-up là, mais bon, au final, ce qu'on peut dire, c'est que Carmella quand même décroche le contrat véritablement, qu'elle devient la première femme à posséder le Money in the Bank et que ça se passera plutôt bien pour elle puisque je crois qu'elle aura un cash-in victorieux. Décembre 2017. On continue dans les nouveautés, dans les premières historiques, puisque Stephanie McMahon va annoncer, pardon, le premier Royal Rumble match féminin qui va se dérouler en janvier 2018. Exactement toutes les mêmes règles que les hommes, le même nombre de participantes. Et ça permet à la gagnante d'affronter la championne de son choix lors du prochain WrestleMania. C'est Asuka qui va être entrée en 25e position et qui va devenir la première femme à remporter un Royal Rumble. Un match qui va être évidemment marqué par énormément d'apparitions de légendes de toutes les années dont on vous a évoqué au début de ce comptoir du catch. Il y aura Lita, Trish Stratus, Jacqueline, Molly Holly. C'est Sasha Banks qui va être la Iron Woman, la première Iron Woman de l'histoire avec 54 minutes et 46 secondes, hein, sacrée performance. Hein. D'ailleurs, moi, dans mes souvenirs, hein, c'était la ring générale ce jour-là, hein, de toute façon, Sasha Banks. Et c'est Michelle McCool qui aura le record d'élimination avec 5 éliminations. Alors, je vais m'arrêter là sur le Royal Rumble parce que le Royal Rumble c'est toujours un match marquant pour les hommes et ça fait des décennies que ça dure. Et là, tout à coup, eh ben, dans le paysage de la WWE, mon papy, on se retrouvait avec un Royal Rumble match féminin. Et ça, vu qu'on était déjà quand même gravement hypé en général pour ce pay-per-view, bah moi je trouve que ce match féminin, ça donnait encore plus de hype. ben, moi, je suis moyennement d'accord avec toi. Ah, Moyennement bah, d'accord. rebois Ah, un non, coup, rebois un coup. écoute, non, alors, je suis moyennement d'accord avec toi dans le sens où le Royal Rumble féminin, pour moi, ça a toujours été un des trucs qui est pas totalement encore bien géré par la WWE d'un point de vue féminin. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, ils ont fait l'erreur, à mon sens, de mettre le même nombre de filles qu'il y a que de garçons, alors que les rosters ne sont pas du tout dimensionnés de la même façon. Donc, du coup, autant chez les gars, trouver 30 gars dans un Royal Rumble, tu te débrouilles pas trop mal, t'as de quoi faire. Autant trouver 30 filles, eh ben, c'est quasi impossible parce que tu n'en as pas 30 déjà. Donc, tu dois récupérer tout ce que tu peux en ancienne, en NXT, enfin, tu vas chercher tout ce que tu peux trouver. Et la moindre fille du roster était quasiment assurée de participer au Royal Rumble, en fait. Et ça, j'ai toujours trouvé ça un peu dommage. Moi, je pense qu'ils auraient dû faire un sous-dimensionner les premiers Rumble et démarrer peut-être à 20 filles, par exemple. Ce qui aurait permis en fait d'avoir un truc plus compétitif en fait, plutôt que d'avoir là enfin, une espèce de truc où tu as parfois des filles qui sont totalement paumées dans le ring et alors certes comme tu disais, tu as des rings générales qui vont un peu les gérer, mais il y en a franchement, tu as des coups de mou quoi. Quand tu les vois arriver, tu fais pouh, alors, qu'est-ce que c'est à foutre là celle-là. C'est donc voilà, donc je pense qu'ils auraient dû faire un truc un peu plus restreint pour être plus compétitif, hein. Un peu comme si je prends l'exemple un peu de ce qu'ils font parfois dans le football dans certains pays quand ils voient qu'ils n'ont pas suffisamment d'équipes compétitives
pour faire un championnat à 20 équipes, et ben dans ces cas-là, ils descendent à 18, 16, etc. pour avoir un truc plus compétitif. Comme au rugby aussi, on est passé de top 16 à top 14. Compétitivité. Oui, on réduit effectivement les rosters pour effectivement avoir un niveau qui monte pour tirer vers le haut. Est-ce que ça marche tout le temps? Je sais pas, mais en tout cas sur les filles, bon, moi je suis plus tiède que toi sur cette histoire-là. Moi, ça me pose pas de problème. Le Royal Rumble match, c'est justement l'occasion d'avoir des légendes, des nouveautés, des arrivées. Je pense qu'il y avait largement, même à l'époque déjà, de quoi fournir les 30 filles, et ça l'a fait d'ailleurs. Et même si effectivement, du coup, il y a quelques nanas dans tous ces groupes-là que soit on voit que très peu, ou qui sont des locardeuses, ou qui sont de qualité, ouais, pas très très bonne. Donc bon, je suis assez d'accord là-dessus, mais j'ai envie de dire que dans le Royal Rumble match masculin, il y a aussi des mauvais côtés, il y a aussi des fois des locardeurs, il y a aussi des fois des catcheurs de qualité assez médiocre, et bon, du coup on fait avec quoi. Donc moi j'étais pas, j'étais enfin, ça me plaisait vraiment. Je trouvais vraiment que l'idée était. Et puis je me dis que bah, quitte à avoir de l'égalité, de l'équité, on va en parler certainement sur la fin de tout ce débat, mais je pense que bah là c'était quand même une première pierre quoi. Et dès d'ailleurs le jour suivant du Royal Rumble, Stephanie McMahon va annoncer qu'Alexa Bliss va défendre son Raw Women's Championship tout simplement au sein d'un Elimination Chamber match. Et une nouvelle fois, une première pour les femmes de la WWE. On enchaîne ça en un mois. Et dans ce match, là, j'ai le line-up, mon bon papy. Vas-y, je Et t'écoute. si tu te rappelles de ce match, puisque c'était Bayley, Sasha Banks, Mickey James, Sonia Deville, Mandy Rose et Alexa Bliss qui est entrée en dernière et qui va conserver son titre pour cette première historique à nouveau. Eh bien, je m'en souviens un peu du tout. Là, sincèrement, là, ça me parle pas du tout, ce match-là. Il y a peut-être eu un moment, c'est pas dans ce match-là où à un moment il y a Sacha et Bailey qui se foutent, qui devaient être encore copines à l'époque et qui commencent à genre Sacha qui trahit Bailey ou je sais pas quoi sur une élimination, ou je me mélange les pinceaux. Tonton, t'es encore là? Allô, allô? Oh, excuse-moi, j'avais le micro coupé. Ah, j'ai cru que je t'ai Euh, perdu. non, j'étais bien là, j'avais le micro coupé. Non, non, mais excuse-moi, du coup, on était quoi? Ça m'a perturbé. Non, pas de souci. Je disais que je me souvenais pas trop du match, mais j'avais un doute. Ah Est-ce que oui, c'est pas dans ce match-là où il y a la trahison où Sacha profite à l'époque, elle faisait style qu'elle était copine avec Bailey, mais l'élimine en la trahissant oui, c'est ou je sais ça. pas quoi, trahissant, je sais pas quoi. C'est ça. Et Alexa Bliss, au final, fait un bon match, réussit à garder son titre. Et les filles font un match honorable pour leur première dans un Elimination Chamber. Donc, du coup, on est plutôt pas déçu. Mickey James à l'époque fait le taf, et puis c'est Bayley, vraiment la nana marquante là de cette période là quoi. Parce que là Bayley arrive en tant que top babyface absolu, et avec cette réputation longue comme le bras des Four Horsewomen, elle a sorti des gros matchs à NXT Bayley. On en parlera un peu des championnes NXT, mais donc Bayley à l'époque quand même est dans la hype. Ouais, et bah en fait c'était la dernière à arriver dans le main roster, tout le public l'attendait. Et puis bah forcément ils ont misé sur elle. On en reparlera. Pour moi, elle a pas réussi à autant marcher qu'NXT. Après, je sais pas si son personnage NXT était capable d'être totalement apporté dans le main roster. Euh, mais voilà. En tout cas, ils ont misé sur elle, ce qui était logique parce que c'était la quatrième du groupe des Four Horsewomen. Ouais, et donc signe des temps. Bah écoute, ce qui se passe chez les hommes souvent se répercute chez les femmes à partir du moment où on commence à obtenir un peu l'égalité. Bah, c'est que les blessures, ça amoncelle de plus en plus. Et qu'en avril 2018, on apprend à Raw que Paige prend officiellement sa retraite des rings suite à une grave blessure à la nuque. Ça va bien enchaîner vite parce que le lendemain enfin le SmackDown suivant, elle va être nommée General Manager de la WWE SmackDown. Donc Page se reconvertit très très vite, mais Ah non. effectivement une première grosse blessure là qui apparaît chez une catcheuse, ce qui montre peut-être un peu que le level in ring a augmenté là. Ouais, du coup, moi, je regrette de ne pas avoir eu, parce que finalement, tu reparles de Page, mais on n'en parlait plus depuis tout à l'heure.
Donc finalement, elle leur a servi à introduire les filles de la révolution féminine, mais elle-même, elle n'y aura pas tant participé que ça finalement, parce que elle, ses matchs les plus marquants, bah, c'est la fin de l'ère Diva en fait, Face à Jelly, et entre autres. Fast and Jelly entre autres. Pour le coup, elle avait une formation de vraie catcheuse, notamment dans sa famille, quoi, avec sa mère qui de mémoire est une catcheuse anglaise. Euh, et pour le coup, je pense qu'elle aurait plus de chances pour faire quelque chose avec cette nouvelle génération de filles. Ouais, c'est vrai que Page, ça aurait été une grosse déception. Alors moi, je l'ai vu en 2016 à Paris, pour le coup. Donc c'était vraiment, j'ai pu l'avoir catché, effectivement. Quoi. Je crois que Raphaël Yeh a été présent aussi ce jour-là. Grand fan devant l'éternel de Page, hein, Raphaël, big up. Mais effectivement, c'est très très difficile de voir cette fille nous annoncer la fin de sa carrière comme ça. Pour le coup, elle aura rebondi très très vite. Elle va être nommée general manager. Elle va faire un run assez sympa en tant que general manager à SmackDown. Et ça va bien se passer. Mais on reste dans cette année 2018 qui est une année toujours importante puisque en juillet 2018, cette fois-ci, là, c'est toute la famille en grande pompe. Stephanie McMahon, Vince McMahon et Triple H qui vont annoncer un pay-per-view spécial exclusif aux femmes qui va se nommer Evolution et qui se déroulera le 28 octobre 2018 à Long Island, New York. À cette occasion, il y aura la finale du Mae Young Classic, qui est aussi un tournoi, on n'en a pas encore parlé, mais qui est un tournoi qui a donc été créé pour repérer des jeunes talents au féminin, qui est un peu le pendant à l'époque du Cruiserweight Classic qu'avait organisé la WWE. Euh, En 2018 toujours, cette fois en septembre, c'est Renee Young qui devient officiellement la première commentatrice de l'histoire de Monday Night Raw. Jusqu'à présent, quand les femmes venaient parler au micro à la table des commentateurs, c'était soit des catcheuses, soit des valets, soit des manageuses, etc. Mais il n'y avait encore jamais eu de vraies commentatrices. Il y avait des annonceuses, il y avait des intervieweuses, mais jamais de commentatrice. Et ben là, c'était la première fois avec Renee Young. Finalement, on va arriver tout doucement en 2019. Et là, 2019, eh ben écoute, papy, là, Alexa Bliss, elle annonce le retour d'un championnat par équipe féminin qui avait eu donc il y a très 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 longtemps pour Elimination Chamber 2019. Ça faisait 30 ans exactement, il y avait le titre 30 ans exactement que la WWE n'avait plus de championnat féminin par équipe. Alors elle s'appelait encore WWF à l'époque. Hein. Et donc ce sera le premier Elimination Chamber en équipe, hommes et femmes confondus, de l'histoire de la WWE. Donc on peut dire que sur une période, je vais m'arrêter là, on peut dire que sur une période de 3 ans là, la WWE, papy, en fait, elle a passé son temps à créer des premières historiques pour les femmes. Yes, et pas forcément que la plus grande réussite. Je sais pas ce que t'en penseras toi. Les pay-per-view Evolution, j'ai pas un grand souvenir de ce pay-per-view là. Moi, j'ai des souvenirs de matchs féminins bien meilleurs sur des pay-per-view mixtes. Je pense que, alors peut-être que c'était un moment. Je pense que dans le processus de bien ancrer les femmes dans l'esprit des gens, en disant voilà, c'est pas de la rigolade. C'était important peut-être aussi pour que les filles se sentent en valeur. C'est important. En revanche, moi perso, ce pay-per-view là, si j'avais dû le noter, je suis pas sûr qu'il aurait été dans les grands pay-per-view de l'année. René Yang au commentaire, bah, ça n'aura pas non plus été une franche réussite, je trouve. Ça, je suis d'accord. Moins bonne que Beth Phoenix, qu'on aura un peu plus tard à NXT. René Yang, par contre, moi, je trouve qu'elle a révolutionné un peu, enfin, pas révolutionné. C'est un terme un peu fort, mais bon, enfin, en tout cas, elle aura mis en avant son rôle de intervieweuse backstage, avec notamment le Talking Smack. Et elle a un peu lancé le genre des intervieweuses fortes en fait en coulisses, qui là pour le coup autant en termes de commentatrice c'était pas exceptionnel par rapport à ses collègues masculins, autant en termes d'interview backstage là elles ont vraiment imposé un style et je dis elle avec un S parce que on aurait eu notre fameuse Charlie aussi Ah, qui était pas mal dans le genre. Charlie Caruso. Kayla Braxton, je trouve qu'elle Ouais. paraît toute timide, euh, et qui est vraiment en train de s'imposer. Moi, je trouve que c'est elle qui est la vraie successrice de Renee Young dans les interviews backstage parce que c'est pareil, elle impose une personnalité, elle mène les trucs. Tu vois elle challenge un peu les gars qu'elle interview. Elle a vraiment une patte intéressante. Elle fait aussi ses émissions d'ailleurs autres enfin sur les réseaux, le network, tous ces trucs-là. Et je trouve que là, en termes d'interview backstage, là, elles ont vraiment fait voilà
des vraies interviews, pas les potiches qui sont là, un peu comme on avait l'attitude era, tu sais, les Maria, tout ça, qui faisaient alors, c'est quoi ton match ce soir? Là vraiment, t'as l'impression d'avoir des journalistes en face de toi et je trouve ça super, moi. Donc voilà, commentatrice pas top, mais par contre en backstage, je trouve que là, elles se sont vraiment imposées. Et le dernier sujet, c'est les tag teams, les Central Tag Team, un troisième idée qui finalement, l'histoire nous prouvera qu'ils ont du mal à utiliser pour l'instant. Ils n'arrivent pas trop à trouver cette place pour cette division. Peut-être aussi, voilà, parce que ça manque un peu de filles encore dans le main roster et du coup, comme t'as pas beaucoup de filles, t'as pas beaucoup d'équipes et comme t'as pas beaucoup d'équipes, t'as pas beaucoup d'occasions pour les faire se confronter. Déjà qu'avec les gars, ils ont du mal à gérer les ceintures tag team à la WWE alors qu'ils ont énormément plus de mecs. Alors avec les filles, ils galèrent aussi quoi. Et tu disais ça faisait 30 ans qu'il n'y en avait pas eu à WWE. Effectivement, ça me parlait même plus du tout des ceintures par équipe féminine. Par contre, moi j'avais souvenir de ce qu'il y avait à Petit Crochet vers l'extérieur à la TNA, où là pour le coup ils avaient une division féminine qui était bien plus fournie que l'équivalent WWE à l'époque, qui fait que eux ils avaient réussi à mettre en place un tag team féminin qui était sympa et qui se regardait bien. Oui, parce que on va faire juste un petit crochet là, ça, on s'arrête avant d'attaquer l'année 2019. On est presque sur la fin là, sur l'explication pour pouvoir parler un peu plus librement, plus tranquillement après, une fois que le récap aura été fait. Mais c'est vrai que moi, les knockouts, je suivais un peu la division féminine de Impact parce que j'y trouvais, il y avait des filles qui m'intéressaient, que je trouvais assez performantes dans le ring, etc. Il y avait eu aussi le fait de la présence de Gail Kim qui était Oui. une catcheuse que j'aimais bien et que je trouvais dommage d'ailleurs qu'elle soit partie. Alors elle est partie très fâchée, hein, de la WWE. Hein. Elle, ça s'est pas bien passé, elle, son départ de la WWE. Et donc c'est un peu avec elle que je me suis intéressé au TNA Knockout. Et ouais, plutôt voilà une division féminine dans l'indie que je trouvais plutôt sympa. Euh, il y avait des filles à mon avis de talent et qui peut-être se sont peut-être perdues là-bas, je sais pas, mais en tout cas, ça faisait partie du côté indie des femmes qui était plutôt sympa. Allez, on continue. Euh, on arrive à l'année le WrestleMania 35. Donc là, on est en 2019, papy, hein, si je me trompe pas. Hein. Normalement, on est en 2019. Et là, 2019, c'est quand même une année séisme, j'ai envie de dire, pour le catch féminin. Parce que ça va être tout simplement l'arrivée au Royal Rumble 2019 de Rowdy, Ronda, Rousey. Et ça, mes amis, ça va faire péter du feu d'artifice, ça va faire péter de l'article sur Internet, ça va faire péter de l'article dans les magazines spécialisés, ça va faire péter du mainstream dans les médias américains. Grosse, grosse, grosse arrivée avec Ronda Rousey à la WWE, mon papy. Une grosse arrivée. On avait déjà eu un teasing, je crois, l'année d'avant à Il WrestleMania avec le Rock, ou il y a y deux avait eu ans un avant, premier shot, ouais, 2 ans avant, ouais. où il avait fait monter sur le ring pour confronter d'ailleurs, je crois que c'était Triple H Stéphanie. et Stephanie McMahon déjà, ou que Stéphanie, je ne sais plus. Euh, mais qui avait un peu émoustillé un peu tout le monde. Et puis là c'est parti, c'est officiel, elle va vraiment débarquer. Les caméras se braquent sur la WWE, et puis on se rencontre rapidement. Et tu va nous le raconter, je pense, qu'en fait, elle est venue sérieusement s'y mettre, quoi. C'est la grosse surprise, hein. Au départ, beaucoup de gens prennent ça un peu, pas forcément à la blague, mais même dans les médias américains, je me rappelle d'articles, même le Wrestling Observer à l'époque se demandait un petit peu où elle allait, Ronda Rousey, après le palmarès qu'elle avait et la carrière qu'elle avait fait, que ce soit en tant qu'athlète olympique ou après comment elle a tout dévoré dans le monde du MMA. Donc il y avait une espèce d'interrogation là-dessus. Est-ce qu'elle était là pour un shot de quelques semaines et voilà, ou juste faire vraiment la guest? Et ben non, c'est pas du tout ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que Ronda Rousey, déjà, en premier lieu, elle va arriver en tant que top babyface. Elle a l'appui du public qui est à fond, à fond, à fond derrière elle, et elle va être emportée par une vague, mais je crois que le public aussi va être emporté par la vague Ronda Rousey, et ça va marcher du feu de Dieu. D'autant que ça va d'autant plus déclencher des jalousies avec la présence des Four Horsewomen. Ça va se tirer la bourre à fond. Que ça soit entre SmackDown ou entre Raw, Ronda va être
un peu dans différentes affaires entre Becky, entre Sacha, entre Charlotte, entre Bailey. Elle va être tout le temps dans ces affaires-là. Petit à petit, elle va glisser de plus en plus vers un turn, un heel turn. Hein. Elle va quand même à passer dans le camp des méchants. Est-ce que Papy, tu te souviens de ça un peu là, quand il y a eu commencé à y avoir le basculement là? Bah, c'était après son titre de champion parce que elle prend, Oui, quand elle prend oui, devient championne je d'Euro. l'ai oublié. Excuse-moi. Oui, t'as raison. Elle devient championne d'Euro en battant Alexa Bliss, je crois, de mémoire, qui avait. Ouais. En fait, elle a eu un premier shot contre Nia Jax. Sauf que Alexa Bliss fait son cash-in et du coup sur Naya et prend le titre. Et ensuite, elle a sa chance Alexa contre Bliss, Alexa Bliss. Alex, Enfin, ils ont fait Alexa monter la Bliss. pression, hein, je Ouais, crois, ouais, parce que ouais, ouais. elle démarre au Rumble. Elle a un premier match à Mania dans un tag mix avec Kurt Angle face à Stephanie et Triple H. Et derrière, en fait, il la laisse monter, il la laisse monter, il la laisse monter, il la laisse monter. Je crois que c'est à SummerSlam, du coup, par déduction, qu'elle gagne la première fois le titre. Et là, à ce moment-là, elle est face, mais effectivement, et ben, le fait qu'elle casse la tronche à tout le monde, et puis que petit à petit, un autre babyface va commencer à sortir du lot, bah, ça va la faire passer du côté des méchants. Ouais, et puis surtout que Ronda Rousey aussi, ce qui va se passer, c'est que quand elle prend donc le titre à New York en 2018, le titre de Monday Night Raw à SummerSlam, et là, elle va avoir un règne quand même de 231 jours, quoi. Et ça va pas rigoler. Ça faisait depuis Alexa Bliss en 2017 qu'il n'y avait pas eu un règne de plus de 200 jours, tu vois. Alexa Bliss Mhm. avait fait quand même un joli règne de 223 jours. Mais ça faisait même depuis la création en fait, depuis la brand extension, c'était plus arrivé que une nana détienne le titre aussi longtemps quoi. Bon après, on va en parler. Mais on est toujours dans cette année de transition en 2018-2019. On est en 2019, mon papy. Et là, il va se passer un truc à nouveau historique pour la division féminine de la WWE, puisque tout simplement, WrestleMania 35, main event, triple threat, triple frite, triple menace entre la championne d'Euro, Ronda Rousey, la championne de SmackDown, Charlotte Flair, et Becky Lynch qui a qu'est-ce qu'elle elle a remporté le Rumble hein, si j'ai pas dit de bêtises si je ne dis pas de bêtises en 2019. Donc la Oui. vainqueur du Rumble s'affronte pour le main event de WrestleMania pour la première fois dans l'histoire du biggest stage of them all. Trois femmes font le main event de WrestleMania et ça c'est resté un moment quand même marqué dans le marbre de Stamford, Connecticut, mon papy. Ouais, et trois parcours vraiment différents. Euh, alors, si je dis pas de bêtises, dans l'ordre, on a d'abord donc Ronda qui est championne. De l'autre côté, côté SmackDown, ça se bat pour. Il y a Charlotte et Becky qui sont dans le même roster et qui étaient copines, mais qui finalement se finissent par se foutre pour la tronche. Avec notamment et à la fin un turn en fait de Becky, enfin ce qu'on pense être un turn de Becky sur Charlotte, qui pète un câble en disant que bah en fait elle lui pique toujours ses opportunités. Je crois que c'est contre Naomi d'ailleurs, elle veut lui piquer la ceinture sur Naomi. Euh, Au final, bah Tu te rappelles il y a un Monday Night Raw, peut-être une semaine ou 2 semaines avant WrestleMania, où elles se cartonnent les oui, trois, oui, oui. que ça se termine, qu'elles se font arrêter, qu'elles se font passer les menottes, qu'elles se retrouvent backstage avec les bagnoles de keuf et tout, et qu'elles s'éclatent dans la gueule, que Charlotte met un genou monstrueux à Ronda Rousey à travers la vitre de la bagnole. Oh, quel segment énorme. Ouais, c'était énorme, mais c'est ça en fait, c'est parce qu'en fait c'est monté petit à petit en puissance. Du coup, Becky, il tente de la passer, ça marche pas, le flic est à fond derrière elle. Ils se disent, bah tiens, on va la faire gagner le Rumble. Du coup, forcément, Ronda, elle passe il à fond les ballons. Charlotte, elle récupère la ceinture in extremis parce que c'était Asuka de mémoire qui était championne à ce moment-là. Et Charlotte lui récupère in extremis. Et effectivement, on arrive au moment du WrestleMania avec donc deux heels, Charlotte et Ronda, et une face qui est over the top en termes de popitude, qui est Becky Lynch, et pour finalement la première fois depuis son arrivée dans le main roster. Hein, c'était jusque-là, ça ronronnait, ça ronronnait, ça ronronnait, puis là, pouf, elle explose d'un coup aux écrans de tout le monde. Et effectivement, une scène de signature de contrat, je pense certainement,
qui part totalement en vrille avec les flics qui arrivent et ils se battent tout le temps, ils finissent par se battre dans la voiture de flics et tout, ils se mettent des coups de partout. Il y a notamment un segment moi, qui m'a fait marrer, il y a eu l'image qui avait tourné où tu voyais le pauvre flic qui essayait de ramasser ses menottes ou ses clés, puis tu avais Bikini qui foutait un gros coup de pompe dedans pour l'envoyer dans le public, et le pauvre flic était tout perdu, et les filles se sont vraiment foutues sur la tronche de manière intense et jusqu'au match de WrestleMania. Et en fait, la construction de WrestleMania restera un des moments les plus intenses en termes de rivalité féminine, je trouve. Ouais, clairement, un main event. Pour moi, c'était un main event réussi avec. Je chouinerais un petit peu sur le finish qui est pas Le match est moins réussi. Le match est moins Le réussi match que est la peut-être rivalité. moins Hein. réussi que la rivalité, ouais. Et avec un finish, voilà, qui est pas très clean. Et mais au final, c'était quand même énorme. Moi, j'ai toujours affirmé sur l'antenne de Catch Up que Ronda Rousey avait mis sur la carte le catch féminin mainstream. Ça a été énorme, ça a été énorme. On se rend pas compte de l'impact de Ronda Rousey aux États-Unis. Et ce passage à la WWE a été tout simplement monstrueux. Moi, j'ai beaucoup aimé ce passage de face à heel parce qu'elle était totalement agacée IRL quoi de ce qui se passait avec le public par certains moments. J'ai des souvenirs de certaines promos où une Ronda Rousey vraiment vénère, vraiment colère quoi. Et ça c'était jouissif par moment. Et puis elle a amené dans le ring. Alors voilà, elle était face aux Force Horsewomen qui sont toutes des filles de qualité entre les cordes. Mais là, Ronda Rousey, elle a amené aussi un level supplémentaire entre les cordes parce que ça, pour moi, il faut pas l'oublier. Ronda Rousey, elle a amené beaucoup de techniques de judo entre autres. Et un peu à l'image d'une Chyna ou d'autres avant elle, mais elle portait des hommes, elle a placé des moves à Triple H, à Kurt Angle, à tout un peu tout le monde quoi, à Baron Corbin. Enfin, vraiment Ronda Rousey pour moi, on ne mesurera jamais assez l'impact énorme qu'elle a eu sur la division féminine lors de son passage. Elle va garder donc le titre 231 jours, elle va le perdre. Donc dans ce fameux main event de WrestleMania 35, Becky Lynch à ce moment-là va vampiriser totalement le titre de Monday Night Raw puisqu'elle va le garder derrière pendant 400 jours. Ouais, les deux titres, ouais. Elle va garder le titre de Raw pendant 400 jours et elle va garder le titre de SmackDown, je vais te dire ça, pendant... donc ça se passe en avril 2019. Non, le titre de SmackDown, elle va le perdre assez vite du coup parce que par contre ça, elle va le perdre au bout de 42 jours. Donc quand même double championne pendant plus d'un mois. Becky to Belt. On peut Becky to Belts, exactement. On se transporte à Money in the Bank où Bayley devient la première Grand Slam championne de l'histoire des femmes. Donc Bayley a absolument tout gagné et elle devient également la Triple Crown championne en encaissant la mallette sur Charlotte Flair et devenir championne de SmackDown. Donc là, c'est Bayley qui rentre dans l'histoire cette fois. On n'en a pas encore beaucoup parlé. On va s'arrêter un petit peu sur la Hug Girl. Papy, à l'époque, moi je me rappelle qu'à l'époque à SmackDown quand même, on était épaté par le parcours de Bayley et que cette accumulation de ceintures et finalement ces titres très honorifiques de Grand Slam Champion, bah dans une carrière de catcheur ou de catcheuse, ça compte quoi. Oui, non, le parcours de Bayley, je pense qu'il y a rien à dire là-dessus. Euh, on était épaté, mais d'un autre côté, on n'avait pas encore eu le grand truc de Bayley, je trouve. On était toujours à se dire, ah, mais vous allez voir, elle est pas encore à son top, elle est pas encore à son top, elle est pas encore, on n'a pas encore vu la grande Bayley et on l'attendait parce que on avait vu tellement de choses fantastiques à NXT qu'on se demandait quand est-ce qu'on allait avoir la grande Bayley et c'est pas encore à ce moment-là qu'on l'aura. Mais dans pas longtemps, on va la voir. Dans pas longtemps, on va l'avoir, ouais, exactement, ouais, parce que l'année va se poursuivre. On va avoir dans les premières, c'est Asuka c'est Asuka, elle en 2020 qui devient la deuxième Grand Slam Champion. Et elle va remporter le titre de Raw, elle va gagner Money in the Bank et elle va remporter le titre de Raw suite à la grossesse de Becky Lynch qui le laisse vacant. Alors Asuka, on n'oublie pas non plus que ça a été une vainqueur de Royal Rumble. Asuka, énorme impact aussi à la WWE. Ne pas oublier 3 ans d'invincibilité à NXT, partie de NXT dans le main roster et dans lequel elle va quand même collectionner les titres depuis qu'elle y est. Elle a gagné, voilà, elle est également Triple Crown Champion, notre amie japonaise. Alors elle aura été flanquée pas mal de temps de Kairi Sane. Les japonaises marchent de mieux en mieux à la WWE. On a Yoshirai là qui est à NXT qui est en train de brûler d'impatience à mon avis pour monter dans le main roster. Mais Asuka, on va s'arrêter 2 secondes sur elle. Mon papy, Asuka quand même,
voilà une montée de NXT qu'aura fait quand même une belle impression. Ouais, et tu dis que les japonaises fonctionnent bien à WWE. Moi, j'ai vraiment envie de dire qu'il y a Asuka les autres, hein, pour l'instant. Pas Yoshirai, du coup, je me suis embrouillé. Kairi Sane, il me semble, gagne on en parlait tout à l'heure, le premier Mae Young Classic, de mémoire. Oui. C'est elle qui gagne le premier. Mais qui, en main roster, a été que finalement un complément d'Asuka. Asuka, par contre, et Yoshirai, dont on attend sur la montée un jour, peut-être, on ne sait pas, peut-être que si elle apprend à parler anglais, elle le montrera, on verra bien. Mais Asuka, qui effectivement a eu tout eu, qui pendant le confinement a été un peu la fille de confiance Ouais. de la WWE. Côté Raw, on verra qu'il y avait deux autres filles de confiance côté SmackDown, qui a bien tenu la baraque, qui malheureusement aura beaucoup souffert en fait. Je prends un petit peu d'avance de la fin de l'année 2020 où bah il savait plus quoi lui mettre dans les pattes et donc du coup elle a petit à petit baissé, notamment avec des histoires avec Lana qui était fou. Il a pour le coup reparti côté diva. Et en plus, c'est une catcheuse qui est un peu plus âgée que les autres, Asuka, qui a la quarantaine maintenant, voire plus de 40 ans, et et dont le corps a fini par lâcher un petit peu, je pense, ces derniers temps. Et je suis un poil déçu qu'elle n'ait pas eu la possibilité d'avoir un dernier, d'avoir un run très haut face au public encore une fois. Que là, elle a un peu fini, enfin, elle a pas fini parce qu'elle est pas à la retraite ni rien, mais bon, ça fait quand même un bout de temps qu'on la voit pas et malheureusement, on la voit pas depuis avant que le public revienne, quoi. Donc, c'est un petit peu, c'est mon seul bémol, mais par contre, elle aura effectivement changé beaucoup de choses, notamment côté NXT où bah, c'était Asuka l'invincible, quoi. Et elle perd son invincibilité. Même pas NXT, elle la perd quasiment un an plus tard contre Charlotte à WrestleMania, donc pas dans un cadre neutre non plus, hein. À l'issue d'un très joli match d'ailleurs. Exactement. Alors là, 2020, 2021. Alors écoute, moi je crois que 2021, de toute façon, on va en parler un petit peu, mais pas beaucoup parce qu'on va se garder pour les awards. Mais 2020, c'est l'année Covid de toute façon, hein, c'est l'année Thunderdome. Comme tu l'as dit, Asuka a été quand même une ring générale pendant à peu près toute cette année-là. Et il y a deux filles qui vont sortir du lot en 2020. Vraiment, c'est Bayley et Sasha Banks hein, qui vont vraiment. Alors là, Bayley et Sasha Banks entre les titres solo, elles vont devenir également les premières à devenir détentrice des titres par équipe ainsi que des titres solo. C'est vraiment l'accomplissement pour Sasha Banks et pour Bayley. En octobre, à Hell in a Cell, Sasha Banks elle devient la troisième championne Grand Slam après Bayley en 2019 et Asuka en 2020 donc. Et elle devient également la première femme à faire 3 matchs en cage. Et ça, c'est pas rien quand on entend le témoignage des catcheurs hommes qui témoignent de ce que c'est qu'un match, un Hell in a Cell match ou un Steel Cage match. Donc là, ça rigole plus avec Sasha Banks. Donc c'est une 2020, papy, c'est une grosse, énorme année pour Bayley et Sasha Banks. Alors C'est une Becky, énorme- je mets Becky et Charlotte de côté parce que Becky et Charlotte, en fait, elles sont tout le temps présentes, elles font partie du paysage. Alors en 2020, il s'avère que Becky, elle va partir à la grossesse après Money in the Bank. Donc Charlotte va avoir un hiatus. Becky va avoir un hiatus. Charlotte, elle, continue ses règnes multiples. Quelques blessures Voilà, quand même, hein. avec quelques blessures au passage, mais ça continue. Mais c'est vraiment en 2020 vraiment les deux femmes marquantes, c'est avec Asuka Haro, et ben c'est Bayley et Sasha Banks. Je suis tout à fait d'accord avec toi pour deux choses. D'une part, bah, on l'a pas dit, mais bon, je pense que ceux qui nous écoutent le savent. Bailey finalement a fait son premier turn de sa carrière et a créé un nouveau personnage où elle tue finalement l'ancien personnage où elle avait des espèces de bonhommes gonflables derrière elle qu'elle a crevé dans le sens littéral du terme pour passer du côté obscur de la force et elle s'est totalement éclatée dans ce rôle-là, à être insupportable, à parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle était aux commentaires, dans les coulisses, autour du ring, dans le ring. Et elle a commencé à enchaîner de très jolis matchs aussi avec une Sasha Banks retrouvée. Moi, ça m'a fait plaisir parce qu'en plus, Bailey et Sacha avaient eu beaucoup de remarques négatives en mode oui, c'est un peu alors, des divas dans le sens, elles réclament plus de choses, elles se roulent par terre. Enfin, on leur a inventé plein d'histoires pour un peu les rabaisser, j'ai trouvé. Et au final, bah, elles ont répondu par les actes dans le ring. Et elles ont été énormes durant l'année 2020.
effectivement des filles de confiance de la WWE, celles qui ont géré, elles étaient sur tous les shows en même temps. Je crois qu'elles étaient à 3 shows par semaine, c'était partout. Et elles ont fait de grandes choses. Et Sacha, bah voilà, elle nous a ressorti des grands matchs de grande qualité comme elle savait faire. Et donc, je suis très content qu'elles aient pu faire une telle année. Et bon, pareil, hein, Bayley, bah, c'est un petit peu la déception de voir qu'elle se blesse juste avant le retour du public. Mais elle, pour le coup, j'ai cru comprendre qu'elle était sur le chemin du retour. J'ai vraiment hâte de la revoir entre les cordes. Sur cette fin d'année 2019, sur début 2020, il va y avoir un événement important aussi que j'ai pas signalé, mais qui est important dans la construction de cette division féminine et de cette évolution. C'est que pour la première fois au Survivor Series, il va y avoir une rivalité montée pendant quelques semaines avec les filles de NXT. Et pour la première fois mainstream, le public va découvrir, alors dans le cadre encore du public est encore là d'ailleurs au moment du Survivor Series 2019, et je crois que notre bon patron Yerem est dans les tribunes si je me souviens bien, et les filles de NXT débarquent. Rhea Ripley, Yoshirai et compagnie, voilà, toutes les filles de cette époque-là débarquent et font un bel impact, ma foi, font un beau pay-per-view des Survivor Series, et plusieurs de ces filles vont être appelées dans le main roster entre 2020 et 2021. Et voilà, ça nous amène à 2021. On aura eu pendant le WrestleMania 36 de 2020 Rhea Ripley qui aura vraiment qui va affronter Charlotte Flair pour le titre NXT. Mais vraiment 2021, bah là ça y est, c'est lancé là dès le Royal Rumble avec plusieurs filles de NXT qui vont monter dans le main roster, et c'est surtout l'arrivée d'une certaine EST of WWE. Bianca Belair est dans la place, et Bianca Belair, ça rigole pas. Bianca Belair, c'est une athlète énorme. Et c'est un nouveau style qui enfonce des portes de saloon dans la division féminine, et ça fait mal. Ça fait très très mal, mon papy Bianca Belair. Oui, alors je garderai certaines de mes avis pour les awards. Je vais essayer de pas Oui, trop alors oui, fournir. voilà. 2021, on va pas trop Mais, s'éterniser sur mais effectivement, 2021. c'est et ce qui a noté sur Bianca Belair, c'est que c'est une des nouvelles filles qui perce dans le main roster en n'ayant pas été championne à NXT en fait. Alors, elle a peut-être été tag team, je sais plus si ça existait déjà à l'époque. En tout cas, pas championne solo, ça c'est sûr. Non, pas tag team. Elle a Et pas été tag team. Pas tag donc team. voilà, donc elle est arrivée et elle a resté quelques semaines un petit peu timide là, et puis d'un coup, pouf, elle explose au Rumble. C'était un finish d'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises, entre Bianca et Rhea Ripley, entre les deux finalement nouvelles figures de la vague suivante des filles, parce que les deux sont physiquement très impressionnantes. Et elles se sont foutues sur la tronche sur le bord du ring, et au final c'est Bianca qui s'impose, et puis qui du coup bah qui pour moi c'est un symbole, parce que derrière ça sera elle qui fera la meilleure année 2021, mais nous en reparlerons un peu plus tard Sachant dans que, les semaines qui viennent. sachant que dans la chronologie, Bayley avait quand même détenu le titre de SmackDown pendant 380 jours, Ah oui, hein, c'est vrai. du 11 octobre 2019 au 25 octobre 2020, donc un règne monumental de la part de Bayley. Sasha Banks va garder le titre, elle le gagne à Hell in a Cell, et elle va le garder pendant 167 jours, hein, quand même. Avant ce main event de WrestleMania, mais je m'arrête là, je te propose, papy. 2021, peuple de catch-up, restez à l'écoute, ce sera pour les Awards Catch-up 2021, et là on pourra en parler. Donc on va s'arrêter là-dessus au niveau de tout cet historique énorme finalement, hein, des femmes depuis les années 50. Là on est en 2021. Mon papy, maintenant, comment tu vois donc cette fameuse évolution dont on vient de parler là depuis une bonne heure et quart là, comment tu vois toute cette évolution de la division féminine dans le catch mondial et à la WWE? Tu veux dire, la suite, tu veux dire Ouais, ou... enfin comment tu vois finalement ton bilan, et puis la suite, ouais, la suite des opérations, ou ton fantasy booking. Ouais, non, alors moi j'ai en fait je me suis dit les sujets sur lesquels elles ont acquis finalement leur respectabilité, on va dire. D'une part, je pense qu'on en a déjà évoqué, et je pense que vous allez beaucoup être d'accord. Sur certaines filles, alors pas toutes, mais sur certaines filles, on va dire le main event féminin le main event féminin catchesque est désormais pour moi au niveau des hommes. C'est-à-dire que tu n'es plus en train de te dire je suis en train de regarder une fille donc je vais du coup surnoter ou dire ah mais c'est pas si mal pour des filles. Là tu mets des filles ou des gars dans un ring, tu
prends le même plaisir. Et à ce niveau-là, je trouve que c'est un grand progrès. Et donc, je félicite les filles qui sont capables de faire ça. Là, on parle vraiment du gratin finalement des filles, moi, je pense. Donc, on va dire les forces women. On va ajouter Asuka, on va ajouter Bianca Belair. Euh, euh, je sais pas trop s'il y en a plus que ça. Les autres sont un poil en dessous, mais après, les autres, tu as aussi des Naomi qui savent bien faire le travail, des Alexa Bliss. Shayna Baszler, on l'a moins vu dans le main roster, mais on sait qu'elle devrait être capable. Voilà, donc on sait qu'on a des filles qui ont des capacités. En termes de stipulation aussi, on a maintenant il n'y a plus de stipulations qui sont fermées. Voilà, que ce soit filles garçons, on n'est pas en train de tircer des filles, donc elles pourront pas faire de trucs dangereux. Non, ils font pareil, il n'y a pas de problème là-dessus. Au niveau de la place dans les shows, elles ont acquis. Quand tu as un main event féminin, tu te poses plus de questions. Que ce soit dans un weekly, que ce soit dans un pay-per-view le plus grand, tout ça, on s'en moque. Là, on a eu un Sacha Bianca en main event de WrestleMania nuit 1, alors qu'on a eu un Drew McIntyre, Bobby Lashley en opener de WrestleMania. Et ben, ça choquait pas du tout. Moi, en tout cas, il y avait pas de problème là-dessus. Moi, j'ai totalement adhéré à ce choix-là. Que dire de plus? Bah voilà. Donc, à ce niveau-là, moi, je trouve qu'on est plutôt bien gâté. Mes petits bémols, bah, comme je disais, je trouve qu'il faut pas vouloir faire forcer les choses en fait. Parfois, moi le Royal Rumble, je disais, on en parlait tout à l'heure, les 30 filles, c'est pas que pour le premier. Hein. Moi, je trouve que même actuellement, t'as pas 30 filles capables de faire un Royal Rumble. Là, c'est celui qui va arriver là dans un mois. Bah, fais les comptes. Tu trouveras pas 30 filles en fait, et je suis même pas sûr que tu en trouveras 20. Et donc là, pour moi, c'est un souci. Il faudrait peut-être un peu réduire pour essayer d'améliorer la qualité. J'ai un petit souci aussi avec le fait qu'il y a très peu de storyline avec les filles finalement. C'est beaucoup bah, des trucs basiques. Alors ça fait plaisir parce qu'on n'est plus à des histoires de je te tire les cheveux qu'on avait avant ou des histoires de je drague le même copain que toi et gna 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 gna. Mais par contre, t'as pas vraiment d'histoire qui se raconte, quoi. C'est juste, bah, moi vouloir ton titre, toi être méchant, toi être gentil, et moi taper sur toi, et puis voilà, quoi, roule. Alors, il n'y a pas non plus énormément de storyline côté masculin en ce moment à la WWE, ça pêche un peu, hein, d'ailleurs. Si comment ça s'appelle là, les rédacteurs là nous écoutent, Les qui en passent de bookers. la grade, là, les bookers, voilà, faudrait nous raconter un peu plus d'histoires. Mais là, tu vois, par exemple, l'histoire de la Bloodline que tu as côté gars, et ben, t'as jamais eu l'once d'une histoire pareille sur les filles, quoi. Les filles qui sont championnes, ben, elles n'utilisent pas de leur pouvoir de championne pour booker des matchs, pour influencer l'autorité, tout ça. Euh, Elles sont assez soumises, en fait, finalement, les filles championnes. Et je trouve ça dommage. Moi, j'aimerais bien avoir une championne, une Charlotte, une Becky ou n'importe laquelle, qui disent, moi, je suis la championne, hop, les autres filles, eh ben, vous poussez pour moi. Le general manager, là, l'autorité, eh ben, tu dois me baiser les pieds parce que, de toute façon, si je suis pas là, ton show, il est pourri. Donc, tu vas te plier à mes décisions. Voilà, j'aimerais bien qu'elles prennent, qu'elles s'imposent encore un peu plus leur personnalité dans les rosters. Et donc voilà, donc moi ça serait mes quelques axes de progrès en fait sera viser un peu plus de qualitatif et leur donner plus de segments où elles imposent leur personnalité en fait. Maintenant niveau catch ce que j'ai plus rien à reprocher. Maintenant j'aimerais bien qu'elles aient des storylines vraiment mener des storylines, voilà des trucs où tu inventes des trucs où tu racontes des rebondissements, voilà des bah, comme pour les gars en fait. Hein, et ça je pense que ça manque encore un peu. Et si je devais dire un dernier point, je pense que ça manque parfois un peu de temps d'antenne aussi pour les filles. Je pense que sur un Monday Nitro, tu devrais au moins avoir 1 heure et, et de catch enfin de catch, de temps d'antenne totalement féminin en fait. Et je dis 1 heure parce que c'est justement parce que je suis conscient que les tailles des rosters ne permettent pas de faire 50% de temps en termes d'antenne. Donc 1 heure sur 3 pour moi ça serait quand même un minimum. Il faudrait que Raw soit capable de nous le sortir, surtout qu'en plus voilà ils ont 3 heures donc ils ont le temps de raconter des histoires. Donc faites un petit effort messieurs dames de la WWE. Écoutez, le papy, reconnaisse-moi-le. Voilà, Ah j'ai bah raison. écoute, succinctement, mon bilan là, de tout ça, et puis peut-être un petit fantasy booking. En tout cas, au niveau du bilan, moi écoute, depuis le temps que je suis le catch américain, voilà, depuis 85, euh, moi, je vois avec plaisir l'évolution du catch féminin. Ça a mis du temps, ça a été long, ça a été difficile. Il y aura eu des phases horribles. Par exemple, voilà, le catch féminin, on a parlé de WrestleMania 1 au tout début de ce comptoir du catch.
le match en lui-même, j'en ai pas gardé un souvenir impérissable, mais le catch à l'époque en général féminin, c'était toujours une catastrophe. Les personnages catchesques en fait féminins qui étaient intéressants à la WWE dans les 80, début des années 90, c'était plutôt les femmes qui étaient manageuses, les femmes fortes comme Sherry Martel, Miss Elizabeth, voilà, c'était les femmes qui étaient fortes. Et c'était même compliqué d'avoir ne serait-ce qu'une intervieweuse parce que il n'y avait pas de femme intervieweuse à ce moment-là. C'était Gene Okerlund, Mean Gene. C'était même le Macho Man qui a été beaucoup aux commentaires. Bref, il n'y avait pas de femme dans cet environnement-là. Donc après, les années 90 sont arrivées, l'attitude era, mais moi l'attitude era à ce moment-là, je regardais la WCW. Et moi, je connaissais surtout Alundra Blaze. Et Alundra Blaze, du coup, m'apparaissait déjà comme un nouveau prototype de catcheuse, tu vois. Et on était dans les fins des années 90 là. Donc du coup, je me dis c'est en train de changer, c'est en train de changer. Et puis quand ça rebascule sur la WWE en 2000-2001, je me rends compte que alors là, c'est terminé quoi. Là, on est dans le catfight, on est dans des nanas en jartel, en petite nuisette. Enfin, on n'est plus dans le sport, il n'y a plus de wrestling, on n'est que dans l'entertainment et on n'est que dans la femme en tant qu'objet sexué et qui n'a plus d'intérêt en termes de compétition. Et alors là, je me désintéresse, mais alors complètement à la division féminine. C'est Trish Stratus qui va me faire relever un sourcil, mais c'est très compliqué. Donc, moi, je vois à ce moment-là, au milieu des années 2000, tu vois, oh là là, la division féminine, quel cata. Quand t'arrives après la télé-réalité, les Total Divas et tout ça, je me dis c'est terminé quoi. C'est pas pour moi quoi. Le catch féminin, c'est pas pour moi. Et puis effectivement, et je crois que si tu veux le truc où je me suis dit là ça y est, c'est fini, c'est en 2015 justement, c'est avant la fameuse promo de Stephanie McMahon. Et on a un match et je me retrouve à devoir reviewer un Monday Night Raw, je crois, pour les cahiers du catch. Et il y a Cameron qui fait un match dans ce Monday Night Raw. Et elle fait un tombé sur une nana qui est sur le ventre. Elle fait son finisher, je sais pas si tu t'en souviens, c'était un espèce de grand écart, un espèce de leg drop en grand écart. Et la nana, et en plus le pire c'est que la nana, non seulement elle fait son leg drop sur la nana qui est sur le ventre, et elle demande le tombé de faire le compte à l'arbitre, et l'arbitre il veut pas, et elle engueule l'arbitre parce qu'il veut pas faire le compte. Et là je me souviens très bien de ce passage. Ah là là, ça devait être genre pendant l'hiver, tu vois, de 2014-2015. Et là, je me suis dit, là, on est tombé très, 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 très bas dans la division féminine. Et puis derrière, c'est l'explosion. Derrière, c'est l'arrivée de filles extraordinaires. Alors comme moi, je regardais NXT à l'époque. J'avais un œil, je savais que dans la branche noire et jaune il y avait des nanas de folie qui allaient débarquer dans le main roster, mais mon inquiétude comme tout le monde c'était aïe aïe aïe, comment ça va se passer dans la Big League, comment ça va se passer dans le main roster, comment ça va se gérer avec les Four Horsewomen, est-ce qu'elles vont avoir le même impact, est-ce qu'on va avoir le même booking dans le main roster, c'était toute la question. Et puis écoute, la question elle a volé en éclats, hein. La question elle était vite répondue. Les Four Horsewomen, elles ont eu un impact énorme. Et à ça, tu rajoutes Asuka. À ça, tu rajoutes Ronda Rousey, qui pour moi est le truc fondamental en 2019 là, et même son arrivée 2 ans auparavant à WrestleMania était annonciateur de ce qui allait se passer dans la division féminine. Et puis là, on a eu une nouvelle génération avec Rhea Ripley, avec Nikki Ash, avec surtout Bianca Belair qui est devenue un peu la nouvelle attraction de la WWE chez les femmes. Donc ça serait mon bilan. Tu vois, je souffle un peu. Tiens, on boit un coup. Et puis le fantasy booking, écoute, un truc sur lequel je voulais rebondir que tu as donné dans ta très juste expertise, c'est sur le fait de l'égalité, sur les stipulations et tout ça. C'est vrai que maintenant, on l'a dit un peu plus tôt, on note les matchs des femmes comme les hommes. On n'y pense même pas d'ailleurs. On se dit pas match femme, match homme. Non, c'est comme ça. C'est l'Euro Women's Championship. Voilà, c'est telle note. Et ensuite, il y a de l'équité à travers les stipulations en elles-mêmes. C'est-à-dire, elles vont faire des matchs en cage, elles vont faire des matchs des Iron Women, elles vont faire tout un tas de choses, des ladder match, des Money in the Bank match. Bref, elles vont participer. Il y a eu des TLC, je crois, Charlotte et Becky qui avaient fait un TLC match, ou TLC match avec Asuka, je crois, c'était un triple menace ça. Et que Asuka avait gagné ce match, un super match, c'était un TLC ça. Et ça avait été un super match ça. Elle prend le titre à Becky, je crois d'ailleurs, à ce moment-là.
Et à partir de 2015, franchement, à partir du milieu de l'année 2015, les filles, moi j'avais beaucoup apprécié Evolution, le pay-per-view. Et année après année, en fait, les filles, elles ont fait que me conforter sur la compétition, la compétitivité, en fait, de la division féminine à la WWE. Et ça tire vers le haut toutes les autres divisions féminines de tous les rosters, parce que parallèlement, je voyais ce qui se passait à la Lucha Underground avec les femmes qui, elles, participaient à des intergender matchs. Je voyais la division Knockouts de la TNA, qui était certainement, quasiment à un moment, la division la plus intéressante de la TNA. À la Ring of Honor, il y avait quelques filles qui étaient en train de se développer, qui sont arrivées après au Performance Center ou qui sont parties sur la IW. Il y a la IW qui est arrivée en 2019, ça aussi, un fait vachement important, qui a créé une division féminine qui était assez bancale au départ et qui a mis beaucoup de temps à se développer, mais qui depuis, on va dire depuis 6-8 mois, est rentrée dans une nouvelle ère également. Pas plus tard que vendredi à Rampage, on a eu droit à un Street Fight match en tag team entre Anna Jay Tai Conti versus Penelope Ford, que j'aime beaucoup, et The Bunny, et un match de vraie qualité. Thunder Rosa et Britt Baker avaient déjà délivré la marchandise avec un Street Fight match. L'AEW, c'est work in progress, j'ai envie de dire, pour la division féminine, mais on voit bien que les mentalités ont complètement changé. Les lutteuses qui sont à la Elite Wrestling ont complètement changé. Un truc qui manque à la WWE, alors tu vas me dire, papy, il y a Nia Jax qui est parti, mais il manque, pour moi, un gros powerhouse, quoi, chez les femmes, quoi. Tu vois, à la IW actuellement, il y a Nyla Rose qui sert un peu comme ça de powerhouse et ça marche plutôt bien. Mais à la WWE, je sais pas ce que t'en penses, mais là depuis, on a eu Karma au Som Kong à une certaine époque. On a eu Nia Jax, on avait Tamina un petit peu dans ce rôle-là, mais est-ce que tu penses Doudrop en ce moment qui pourrait le faire, mais qui malheureusement a... Ouais, Rhea Ripley peut-être. Rhea Ripley qui pour moi est une espèce de Charlotte, ouais. peut-être Charlotte 2.0. Est-ce que pour toi il n'y a pas ce manque-là d'une powerhouse? Si, alors, un manque. Moi, j'aimerais bien l'avoir aussi, notamment parce que je pense qu'on a eu plusieurs opportunités de l'introduire, notamment quand il y a eu toute l'histoire du retour d'Eva Marie, de ce truc-là. Vous pouvez très bien introduire ou alors avec une Queen Zelina, tu vois, une Queen Zelina qui est minuscule. Et d'ailleurs, voilà, c'est pas hasard. Eva Marie et Zelina, c'est plus des profils divoques, des profils catcheuses actuels. Et donc du coup, moi, je pense euh, que que une hand forceuse un peu à la Homos, tu vois, finalement actuellement, si je prends un exemple très récent, ça ferait pas de mal. Et je pense que Rhea Ripley, alors le problème c'est qu'elle est un peu trop installée. Bah moi je vois Raquel Gonzalez qui pourrait qui a vraiment un physique différent et qui pourrait faire du mal dans le bon sens du terme dans le roster. Mais effectivement, j'aimerais bien avoir voilà, moi je suis pour aussi, de toute façon, c'est ce qu'on dit, quand on regarde les gars, on aime bien aussi les matchs de grosses barbaques. Et ben voilà, moi quelqu'un, les grosses barbaques, on en a quelques-unes avec, Charlotte, Bianca sont aussi finalement des forces de la nature. On le voit notamment Bianca qui a encore récemment balancé son finisher sur Doudrop. Si pouvoir encore avoir en plus une petite Raquel et puis que Rhea se sortait un peu les doigts et quitter Nikki et Sage, on pourrait avoir des trucs très intéressants à haut niveau, quoi. Ouais, ça c'est un peu notre fantasy booking et tout ça. Je suis à peu près en fait raccord avec toi sur à peu près tout. Moi aussi, j'aimerais voir une Rhea Ripley plus haut dans la carte au niveau du main event. Il y a beaucoup de filles que j'attends à NXT à l'heure actuelle parce que moi j'ai toujours trouvé on en a pas peu parlé finalement, mais on en aurait pour des heures. Mais le roster de NXT chez les filles est depuis des années hyper intéressant. Tous les ans ils sortent des filles. Alors les filles n'ont pas échappé à la normalisation de la WWE. Elles sont devenues comme les hommes. Elles se font virer comme les autres. Hein, donc dorénavant elles font partie des releases. Elles font partie des charrettes où elles s'en vont d'elles-mêmes comme une Tony Storm. Donc il y a aussi du turnover. Il y a aussi du renouvellement de catcheuses, mais globalement, il y a un roster à NXT qui est quand même super impressionnant depuis des années. Ça sort des catcheuses de haut niveau et ça continue et j'espère que ça va continuer au fil des années. Là, il y a une génération qui arrive, comme tu l'as dit, qui est de super qualité avec Raquel Gonzalez, entre autres, en tête de proue. Et ça, c'est vraiment super bien. C'est super bien pour l'avenir de la WWE. Et je pense qu'on aura fait un large
panorama de cette division féminine à la WWE. On n'en oublie pas pour autant voilà toutes les femmes qui bossent dans le circuit indie, qui bossent dans le circuit français, toutes les catcheuses. On a quand même 2 Françaises actuellement dans le main roster, enfin dans le roster de NXT UK avec Amal et Mila Schmidt. Donc ça, faut pas les oublier. Et toutes ces filles qui bossent en France à la PC Catch, à la Rix Catch, à la Wrestling Pro Eslon, j'en oublie d'autres, peut-être la N Catch et d'autres, West Catch, etc. Donc toutes ces workeuses qui sont là et qui taffent, et ben je pense qu'avec la WWE et avec ces locomotives que sont les Four Horsewomen, que sont Ronda Rousey et compagnie, et ben ça donne une super vitrine au catch féminin. Et j'ai été ravi, mon papy, de pouvoir échanger avec toi là-dessus et qu'on donne notre point de vue à nos auditrices. J'espère qu'on aura des femmes parmi nos auditrices, et puis que les auditeurs pourront rebondir et nous laisser des coms sur ce comptoir du catch consacré à l'évolution des femmes, mon papy. Ouais, tout à fait. Je te remercie de m'avoir été dans cette émission. Moi aussi, ça me faisait plaisir de parler de ça, notamment parce que moi, je trouve effectivement qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur ce catch féminin. Voilà, je crois qu'on a peut-être à 2 heures d'émission ou pas loin, et puis on n'a pas encore fait le tour, loin de là. Petite réflexion, tu fais bien de saluer tout le catch indépendant et les catcheuses actuellement qui nous écoutent nombreuses, j'espère. Et auxquelles, alors bien sûr, on a fait notre discussion de notre point de vue à nous. On ne sait pas forcément tout, on n'a pas la connaissance de tous les catcheuses qui existent dans le monde. Et juste une petite chose si je pouvais juste rajouter un petit truc par rapport à ce qu'on a pu dire, quand on a parlé du fait qu'il n'y ait pas de catch féminin avant que les Women Revolution arrivent à la WWE, c'est bien entendu, il n'y a pas de catch féminin mainstream 100 ans. C'est-à-dire Oui, que bien sûr. bien évidemment qu'il y avait déjà des entre guillemets vraies catcheuses, des filles qui se battaient comme les garçons. Tu as cité les matchs Challenger, tout ça, mais il y avait aussi des matchs féminins, 100% féminins, qui étaient de grande qualité déjà en dehors de la WWE. Mais Bien là, sûr, bien on sûr. avait vraiment le focus sur ce qui passait sur les écrans des millions de gens, parce que la WWE, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même Worldwide. le plus gros canal pour voir du catch dans le monde, hein. Voilà, exactement. Oui. Donc c'est pour ça qu'on s'est permis de revenir. Et puis vous connaissez bien Catch Up, puisque et on est des spécialistes entre guillemets, hein, avec plein de guillemets de la WWE. Et donc c'est un peu notre pain quotidien. Et donc il nous paraissait normal de parler des femmes à la WWE, sachant que comme je vous l'ai dit au tout début il y a 2 heures, qu'avec les 437 sujets que vous nous avez offerts pour le comptoir du catch, on n'a pas fini de vous faire des émissions, les amis. Et pour ça, il faut nous retrouver. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube pour retrouver les vidéos, laisser des likes, laisser des commentaires. La communauté Catch-Up sur Discord, tous les liens sont dans la description. Abonnez-vous pour manquer aucun épisode sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast, les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, le site officiel catchup.lepodcast.fr. Voilà les amis, c'était le comptoir du catch hashtag 3, la 3e édition avec votre papy et votre tonton, consacré à nos consoeurs du catch professionnel. Mon papy, c'est le moment de te remercier pour ce tag team partenaire gériatrique de qualité. Eh ben, c'est moi qui te remercie en tout cas de m'avoir laissé participer, de m'avoir laissé m'exprimer, et puis du coup je vais aller boire un gros coup d'eau parce que je commence à perdre de voix. Pareil, je suis en train de tout perdre. On va tout éteindre, on va retirer les plaids et on va aller boire 2 litres d'eau. Ça va nous faire du bien. Mes amis, mesdames, c'est sur ces bonnes paroles qu'ainsi s'achève la 3e édition du comptoir du catch. On vous fait des bisous, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait les cordes à linge plein la face. Salut papy. Salut tonton, salut à tous et salut à toutes surtout. Et salut, peuple de catcheurs! Surtout, mesdames, ne changez rien. Ah si, changez un truc, parce que nous on veut que la prochaine évolution, ce soit une fille, une femme, enfin, tout ce que vous voulez, dans l'équipe Catch-Up. Ah ouais, c'est ça. Ça, c'est la clé. C'est le dernier truc qui manque dans l'équipe. C'est une voix féminine. Appel à candidature est lancé.